Bienvenue au podcast Le Sac du Car. Mon nom est Didier Orméjuste et je suis en compagnie, comme à l'habitude, de Marc-André Chaloux. En compagnie de Marc-André, on va faire un retour sur la défaite des Alouettes. Ça se passait samedi soir à Vancouver. Les Alouettes qui ne sont vraiment pas en train de terminer la saison régulière du bon pied. Il ne leur reste plus qu'une rencontre qui aura lieu samedi, le 26 novembre, alors qu'ils vont recevoir la visite des Blue Bombers de Winnipeg. On va commencer en parlant de la NFL et avec nos réactions excessives à la suite de la 7e semaine d'activité du côté de la NFL. Il y a eu de bons matchs au cours du week-end. Marc-André, je vais te laisser aller en premier avec ta réaction excessive à la suite des matchs de la 7e semaine d'activité. Didier, qu'est-ce que tu penses de Drew Lock, toi, dans la vie? Comme quart, là. Je crois que ce carrière réserviste à son mieux, je l'ai toujours dit, même lorsqu'il avait été repêché par les Broncos de Denver en deuxième ronde. Et puis, il m'a donné raison avec la carrière qu'il connaît. C'est un corps réserviste de carrière, mais je pense qu'il ferait du meilleur travail que Daniel Jones. Donc, ma réaction excessive, c'est que Daniel Jones devrait être cloué au banc au profit de Drew Lock. Honnêtement, là, Didier, c'est fascinant les statistiques de Daniel Jones à domicile. Depuis le début de la dernière saison, il n'a lancé aucune passe de toucher. Cette saison, à domicile, les Giants ont une moyenne de points par match de 7,8. Ils ont inscrit aucun touché offensif dans de ces 4 matchs-là. Ça n'a pas de sens, Didier. C'est pas mêlant. Il s'est marqué plus de buts de la LNH au MetLife Stadium depuis 2 ans que Daniel Jones a lancé de passes de toucher. Et ce gars-là a signé une prolongation de contrat de 160 millions. Ça n'a pas de maudit bon sens. Sur une note positive, cette semaine, les Giants sont à Pittsburgh et je pense sincèrement que Drew Lock ferait du meilleur travail que Daniel Jones en ce moment pour les Giants. Est-ce que ça va réellement faire une différence pour les Giants? Est-ce qu'ils vont se mettre à gagner, même si c'est Drew Lock à la place de Daniel Jones? Ben, c'est excessif. Puis ça ferait peut-être une différence pour Malik Neighbors, qui, je ne sais pas si vous l'avez vu, sorti Ah, dans les ouais. médias en disant que c'est les passes qu'il avait en sa direction, c'était pas vraiment attrapable. Donc peut-être que Drew Lock pourrait faire marcher ou pourrait faire renaître, disons, Malik Neighbors, qui a été ciblé à outrance, mais qui a connu vraiment un match ordinaire. Et ça, je mets ça sur la faute de Daniel. Ouais, et de la ligne à l'attaque des Giants, il a été victime de 7 sacs du quart, Daniel Jones. Bref, les Giants sont un désastre comme on avait prévu. Mais écoute, moi, mon côté, je vais rester du côté de l'association nationale, mais alors, je vais me transporter sur la côte ouest. Les 49ers de San Francisco, Marc-André. Ma réaction excessive est que la fenêtre de possibilité de gagner un Super Bowl à San Francisco, cette fenêtre-là, elle est complètement fermée. C'en est terminé. Les Niners ont perdu contre les Chiefs de Kansas City. Oui, je sais, les Chiefs sont la meilleure équipe de la NFL. On n'a pas à rougir à la suite de ce revers. Mais en raison des nombreux blessés et du fait que le noyau de cette équipe-là, des Niners, ça fait longtemps qu'on est ensemble. OK? On avait perdu lors du Super Bowl à la suite de la saison 2019 contre les Chiefs, lorsque Laurent Duvernay-Tardif faisait partie de Kansas City. Mais ça fait 5 ans de ça. Ça fait longtemps qu'on a le même noyau de joueurs. On commence à être vieillissant. On le voit, on a des blessures à gauche et à droite. Alors pour moi, les Niners, ils ne vont pas gagner le Super Bowl. Ils ont commencé la saison en étant des aspirants au titre, mais ça ne va pas se passer. Je crois avec ce groupe de joueurs-là, la fenêtre est fermée. Ça fait longtemps qu'on est ensemble. Mais là, il commence à avoir de l'usure du côté des joueurs clés des 49ers de San Francisco. Alors, pas de Super Bowl à San Francisco avec ce noyau de joueurs-là qu'on a présentement qui a vraiment été exceptionnel. On a participé à 2 Super Bowls, mais malheureusement, on a perdu 2 fois. Mais je ne pense pas qu'on va même se rendre encore une fois au match ultime avec ce noyau de joueurs. C'est pas si excessif que ça, mais moi, de mon côté, j'attendrais au retour de Christian McCaffrey avant de me prononcer sur les 49ers parce que je pense que ce joueur-là peut vraiment changer la donne, peut changer une équipe, peut changer une attaque à lui seul. Donc, mais oui, je trouve que les 49ers, je disais que c'était un peu excessif il y a quelques semaines, je disais qu'ils ne participeraient pas aux éliminatoires. Mine de rien, ils sont 3 et 4 en ce moment. Ça va pas super bien du côté des Niners. Même le génie de Kyle Shanahan, les blessés là, s'accumulent. Il doit être un génie, Kyle Shanahan. Je pense que le génie a ses limites. Ben, 2 choses. Premièrement, on a perdu un Super Bowl avec Christian McCaffrey. Oublie pas ça, l'hiver dernier contre les Chiefs de Kansas City. Mais la défense des Niners était une des meilleures de la NFL. Mais c'est pas qu'est-ce qu'on a vu l'année dernière et certainement pas depuis
le début de la saison. Cette unité défensive-là, elle n'est pas la même qu'elle était il y a 3, 4 ou 5 ans. Alors, en raison de toutes ces raisons-là, moi, je crois que ouais, la fenêtre de possibilité de gagner un championnat du côté des 49ers est complètement fermée. Alors, c'est ça ma réaction excessive à la suite des résultats des matchs de la septième semaine d'activité. Continuons dans le rayon des mauvaises nouvelles ou des mauvaises performances d'équipe. On va parler des Alouettes et de la défaite des Alouettes à Vancouver en fin de semaine dernière. La Les Alouettes tradition s'est Didier, poursuivie au BC Place. oui, Hein. les Alouettes Didier, c'est alarmant. Hein? On disait que l'attaque ne fonctionnait pas, mais là, c'est vraiment la défense aussi qui a connu des ratés lors de ce match-là. Oui, alarmant, c'est vraiment le mot juste, je crois, là, pour parler des Alouettes. Parce que qu'est-ce qu'on dit du côté de la Ligue canadienne? Je le répète, puis c'est pas un cliché, la saison commence réellement à la fête du travail, Marc-André. Qu'est-ce qui arrive au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août? C'est bien beau, c'est du divertissement, mais les équipes sont en mesure de bien jouer en éliminatoire, jouent bien à partir de la fête du travail. C'est ce qu'on avait vu du côté des Alouettes l'année dernière. Mais l'année dernière, justement, appartient au passé. Ça n'existe plus. Et les Alouettes, depuis la fête du travail cette année, ils ont une fiche perdante. 2 victoires, 3 défaites et un match nul. Et la performance au BC Place ce samedi, ça s'explique de plusieurs raisons, mais du côté des Alouettes, ça faisait des semaines qu'on nous disait ça va être pas facile d'aller à Vancouver, étant donné qu'on va avoir une semaine courte. Les Alouettes avaient joué lundi contre Ottawa. On leur a demandé de voyager de l'autre côté du pays. Ça, je comprends ça. Je l'accorde. C'est vraiment pas facile. On a ici de côté Austin Mack et Walter Fletcher. Mais c'est comme ça, on s'est servi de ça comme excuse du côté des Alouettes. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. C'est comme si mentalement, bon, on n'a pas bien commencé la rencontre. Cody Fajardo l'a dit, pour reprendre son expression, il a dit qu'ils étaient flats. Mais c'est comme si le fait qu'on en a tellement parlé, qu'on a laissé des joueurs de côté, le message qui a été envoyé aux joueurs, c'est comme si, bon, ce match n'est pas plus important que ça. Je veux pas que les décisions qu'on a prises, je sais, c'est pas ça le message qu'on voulait envoyer, mais lorsque je regarde la performance, autant en attaque, autant en défense, j'ai l'impression que c'est comme si ben, on ne prenait pas ce match-là au sérieux d'une certaine façon. C'est comme si on se dit, au fond de nous, il n'y a pas de problème, on va faire les éliminatoires, puis ça va bien aller en éliminatoire, mais veux pas l'attaque, là, Ouais, ça c'est comme fait ça on est quoi? Ça au-dessus de fait nos affaires. Ça fait 2 mois que ça fonctionne pas. Oui, Fajardo, il y a eu un bébé, je peux comprendre, il veut être auprès de sa famille, mais veux pas, on a vraiment vu le manque criant de synchronisme avec ses receveurs de passe. Austin Mack a disputé quoi? 2 matchs avec les Alouettes, il a été blessé. Oui. Il aurait eu Et besoin de ce genre seulement de un avec répétition. Cody Fajardo. Il aurait sûrement eu besoin de ce genre de répétition-là. Walter Fletcher, peut-être qu'il est blessé, c'est correct. Mais je veux dire, je trouve que pour une équipe qui se cherche en attaque, c'était vraiment peut-être pas le bon moment de laisser des joueurs sur le banc ou de partager le travail entre les deux quarts aussi. Je pense que, je sais pas, c'est quoi l'état d'esprit de Fajardo. Je viens d'avoir un bébé, j'ai un bébé de 7 semaines aussi. Il est vraiment peut-être hyper fatigué. Il ne s'entraîne pas avec les ailes. Je peux comprendre l'aspect humain de tout ça. Mais pour les Alouettes, pour l'équipe, j'aurais pensé que j'ose espérer que Cody Fajardo va avoir le départ au complet contre les Blue Bombers à Montréal ce week-end. Parce que je trouve que justement, on a l'air de s'asseoir un peu sur nos lauriers en nous disant arriver en éliminatoire, il n'y aura pas de problème, ça va fonctionner. Parce que l'année dernière, on a gagné surtout avec la défense. Puis même là, la défense, écoute, Vernon Adams là, avait l'air de Peyton Manning dans ses beaux jours contre la défense des Alouettes comme Nathan Rourke avait été lors du match à Montréal. Je veux dire, euh, l'attaque des Lions est vraiment efficace contre la défense des Alouettes. On a vu plusieurs gros jeux. Hey, Vernon Adams n'avait pas joué dans quoi? En 79 jours, 78 jours, j'avais vu. Mon Dieu, ça n'a pas paru. Vraiment, la défense des Alouettes, euh, si on se fait à la défense, ben moi, il y a plusieurs points d'interrogation en ce moment à l'aube des éliminatoires pour les Alouettes. Ouais, mais du côté de la défense, au moins, on a vu la défense bien jouer là, en deuxième moitié de saison. Pendant la majorité de la saison, là, ça a vraiment été une contre-performance à oublier contre les Lions de la Colombie-Britannique. Mais pour ça, moi, j'en reviens à l'état d'esprit de l'équipe en général. Donc, pour la défense, j'ai confiance que cette unité-là va mieux jouer, qu'elle va se présenter lors de la finale de l'Est le 9 novembre au Cypress Molson. Mais pour en revenir à l'attaque, c'est là, les plus grandes inquiétudes sont, pour moi, du côté des Alouettes.
Cody Fajardo, il n'aurait pas dû être le carrière partant. C'est aussi simple que ça. Il ne s'est pas entraîné la semaine dernière. C'était une courte semaine. Il y a juste eu une séance d'entraînement. On en a parlé lors du dernier épisode du podcast. Ça faisait 3 semaines que Fajardo ne s'était pas entraîné avec son équipe. Comment on peut croire que l'attaque va bien performer avec un carrière qui ne s'est pas entraîné avec ses coéquipiers en 3 semaines? Ça, c'est de l'arrogance pure et simple de la part de Jason Maas. On lui avait posé la question à la suite de l'entraînement de jeudi. On lui avait dit, Davis Alexander, est-ce qu'il va obtenir son deuxième départ? Puis là, il nous dit, là, vous assumez des choses. Cody pourrait jouer malgré le fait qu'il n'était pas avec l'équipe. Là, moi, je me disais, OK, oui, il pourrait, mais ça n'a pas de bon sens parce que comment il va bien performer? Ça fait 3 semaines qu'il ne s'est pas entraîné avec l'équipe. Malgré tout, on a envoyé Fajardo dans la formation partante. Marc-André, pour moi, ça fait aucun sens. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Un carrière qui ne s'est pas entraîné Et avec son équipe pendant 3 semaines, tu l'envoies dans la formation partante contre les Lions de la Colombie-Britannique. Tu t'attendais à quoi? À quel genre de résultat mmh, on pouvait s'attendre du côté de Jason Maas en prenant cette décision-là? Puis crois-moi, les joueurs dans le vestiaire, eux aussi, ils ont remarqué ça. Je suis certain de ça. OK, comment ils ne pourraient mmh, pas se rendre compte de ça? À un moment donné, tu te poses des questions, tu te dis, là, non, on s'entraîne, on s'est entraîné, Cody n'était pas là, peu importe les raisons, on comprend qu'il a eu un enfant, mais malgré tout, là, soudainement, il fait partie de la formation partant. Tu aurais dû voir la mine, le visage de Davis Alexander. Il avait la mine complètement défaite. Lui, il s'est entraîné durant la semaine. Le match avait lieu à Vancouver. Davis Alexander vient du nord-ouest des États-Unis, donc c'est pas très loin de Vancouver. Sa famille était là. Puis il faut faire attention à Davis Alexander parce que son contrat se termine ouais, après la saison. Il va devenir joueur autonome et il sera en demande. Et pour moi, pour la saison 2025, moi, j'irai avec Davis Alexander. Cody Fajardo est âgé dans la trentaine et l'attaque ne fonctionne pas avec Fajardo. Je sais qu'il a été joueur par excellence de la Coupe Grey la saison dernière. Il avait bien commencé la saison, mais il joue au-dessus de sa tête réellement. Là. Puis même l'année 2023, c'est pas comme si Fajardo avait connu une grande saison. Il a bien joué lors du match de la Coupe Grey. Pour l'avenir des Alouettes, moi, je ferais confiance à Davis Alexander. Mais bref, ça fait des semaines que les Alouettes, Marc-André, nous disent qu'ils veulent terminer la saison régulière en force. Il reste juste un match. Là, présentement, c'est un échec là, du côté de la formation montréalaise. absolument. Et le manque d'opportunisme encore à la zone des buts. 3 fois, je pense qu'on était à l'intérieur ou à la porte des buts, on a été incapable d'inscrire des touchés. Écoute, dans la Ligue canadienne, on donne une verge en plus de distance pour pouvoir, tu sais, marquer. Écoute, il y a eu des séquences, il y a eu une séquence, je pense qu'on a eu 2 essais à la ligne, à la porte des buts, puis, les Lions ont eu une pénalité, on a re-eu un premier essai, on a eu d'autres chances, on a été incapable de marquer. Ça aussi, c'est un problème du côté des Alouettes. Je ne sais pas si c'est une Ça question fait de ligne à plusieurs l'attaque, semaines de que ce choix de problème-là jeu. persiste. Exactement, exactement. Et dans les moments critiques, dans les moments importants là, d'une saison, ça va être important de concrétiser ces chances-là parce que 3 points seulement, et on a eu des chances là, d'inscrire des touchés. Au moins, comme je le dis, moi, je me souviens de mémoire, à 3 reprises, on s'est retrouvé vraiment à la ligne de 2 ou 3 en territoire des Lions, puis on est sorti de là avec 0 point. Puis oui, Fajardo, écoute, moi, j'ai toujours pensé, même dans sa carrière, c'est un corps correct, sans plus. L'année dernière, c'était vraiment des soubresauts pour moi, là, qui a connu des bons moments, même en début de saison. En fait, j'ai été surpris de son niveau de jeu depuis qu'il est avec les Alouettes, Cody Fajardo. Mais là, je trouve que vraiment le carrosse des Alouettes est en train de se changer en citrouille. Puis, je ne sais pas si il est minuit moins une. Je sais qu'au Québec, on veut essayer de pas changer maintenant d'heure. Le changement d'heure, déjà, est une question litigieuse en ce moment litigieuse, mais je veux dire, j'ai bien hâte de voir honnêtement les Alouettes. J'ose espérer qu'on a une meilleure performance en nous contre les Blue Bombers c'est samedi. Honnêtement, je ne sais même pas à quoi m'attendre. Je ne suis pas certain à quoi on va devoir s'attendre, parce que les Bombers, possiblement, ils vont avoir besoin de gagner en plus de ça ce match-là afin de s'assurer du premier rang de la section ouest de la Ligue canadienne. Mais en entrevue après la rencontre, bon, Cody Fajardo m'a dit durant la semaine de congé qu'on va avoir, ça ne sera pas une semaine de repos. On va travailler fort afin d'être à notre mieux lors du 9 novembre, lors de la finale de l'Est. OK, mais pourquoi ce n'était pas le cas la semaine dernière, ça? Mhm, Pourquoi mhm. Fajardo n'était pas là la semaine dernière? Donc, c'est ça. Là. Est-ce Puis qu'il en est plus, on a encore vu sur les réseaux blessé? sociaux qu'il a été intronisé au temple de la renommée de son université, l'Université du Nevada.
Alors finalement, c'est pour ça qu'il a arrêté l'entraînement de la semaine dernière. Peu importe ce que les Alouettes nous ont dit. Et puis ça, je répète, tu vas être certain que les joueurs d'adversaire, ils l'ont remarqué ça. On est à la fin de la saison. C'est bien beau que tu aies intronisé au temple de la renommée de ton université. Mais à ce moment-là, il restait juste 2 matchs à la saison régulière. Tu as une carrière professionnelle. Je sais que tu voulais être présent là, mais il faut faire des sacrifices. Ça, c'est un des sacrifices qui aurait dû être fait. Puis encore une fois, s'il voulait assister à son intronisation au temple de la renommée de son université, c'est parfait. Il a le droit. Du côté de Jason Mars, on n'aurait pas dû l'insérer au sein de la formation partant, pas après qu'il ait raté 3 semaines d'entraînement avec l'équipe. Donc, en tout cas, moi j'ai trouvé que c'est une mauvaise décision. Je trouvais que ce l'était avant la rencontre. Je ne dis pas juste ça parce que les Alouettes ont perdu. Bref, on enregistre le podcast ce mercredi matin. Les Alouettes vont reprendre l'entraînement au cours de cet après-midi en vue de leur préparation pour le dernier match de la saison. On rappelle, ça va avoir lieu samedi. Ils vont recevoir les Blue Bombers de Winnipeg. C'est une dernière occasion pour les hommes de Jason Maas d'offrir une bonne performance avant des éliminatoires. Est-ce qu'ils sont en mesure de le faire? Ça reste à voir. Alors, Marc-André, lors des dernières semaines, j'ai eu la chance, en compagnie de notre collègue du RDS.ca, Éric Leblanc, d'interviewer le demi à l'attaque de l'Université Rutgers, Antoine Raymond, qui est natif de Montréal. Et Raymond est un des demi à l'attaque de Rutgers dans le Big Ten. Ça, c'est vraiment exceptionnel de sa part. Alors, écoutons cette entrevue. Ben, Antoine, on est heureux d'avoir l'opportunité de t'interviewer aujourd'hui. Pour les gens qui ne te connaissent pas, si tu fais commencer par nous parler de ton cheminement au football, comment tu as commencé à jouer au football et de quelle façon tu t'es retrouvé à Rutgers? Donc, il y a une journée, ma mère m'a amené, moi et ma soeur, au parc. On jouait ensemble, je courais partout. Et un homme qui s'appelle Stéphane, une grosse partie de ma carrière, il a demandé à ma mère, il est venu me voir, il a dit, est-ce que tu as déjà joué au football? Très, très bizarrement, ma mère était comme, qu'est-ce qui se passe là? Il a demandé à ma mère, il joue au sport? Qu'est-ce qu'il fait? Et tout. Je vois beaucoup d'enfants comme lui, comme courir, et je pense qu'il serait comme un bon fit pour le football. Donc ma mère m'a demandé, elle m'a demandé est-ce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Euh, je lui ai dit oui. Ça a commencé à 5 ans. Euh, j'ai juste continué à jouer. À, à peut-être 13-14, je suis allé à Dalbyview, à la Chine. Euh, ils m'ont- je savais que ils aident des gars pour aller aux États-Unis, et mon but c'était aller à la NFL. Donc je savais que j'avais besoin de venir ici pour réaliser mon rêve. Donc j'ai pris un risque, je suis allé à Dalby. Euh, Coach Dominique Ménard, il croyait en moi since day one. Coach Jerry Sassa, Coach Choi, tout le monde, il croyait en moi since day one. Dès que je suis arrivé à Dalby, j'ai vu des gars comme Edwin, Damien, aller aux États-Unis. Ils m'ont comme inspiré pour toujours aller. Donc, après Dalby, je suis allé à Clearwater. J'ai fait un an là-bas. Très bonne année. Ramassé à peu près 30 offres. Um, Après ça, j'allais dans mon senior year à Clearwater, et tout, ça shut down. Tout le programme a juste shut down. Donc, je savais vraiment pas qu'est-ce qui allait arriver. Mais j'ai pris chaque jour, jour par jour. J'ai parlé à ma mère. Après ça, ils m'ont présenté une bonne opportunité pour venir cette année, que je pense que c'était la meilleure chose pour moi, parce que je pensais que j'étais mentalement et physiquement prêt pour, euh, pour ce gros challenge. Donc, ouais. Ouais, c'est Ouais, puis tout un chemin lorsque que tu tu as jouais à parcouru. Dalbyvio, oui, c'est ça, tu as connu toute une carrière à Dalbyvio. Puis d'ailleurs, Eric, c'est là qu'il t'a remarqué en 2022. Tu avais connu un match du tonnerre. Eric, je pense que tu peux nous en parler, à quel point tu avais été ébloui par la performance d'Antoine. Ouais, je tiens à le mentionner, c'était en demi-finale en 2022. Je m'étais déplacé au Collège Bourget pour voir ce match-là sous la pluie battante. C'était une soirée très spéciale. Tout le monde s'attendait à des jeux de course, évidemment. Et malgré ça, Antoine, tu avais fait un match extraordinaire. Je vais m'en souvenir toute ma vie. Là, j'ai quand même eu la chance de voir des centaines de matchs de foot, de hockey,
de baseball, même du professionnel. C'est une des performances qui m'a vraiment le plus impressionné. Tu avais fait 5 touchés, 297 verges. Tu avais carrément là, passé sur le corps de tes adversaires. Comment tu te sentais à cette époque-là? Tu sentais vraiment que tu avais tout le talent pour être capable de franchir les prochaines étapes? Ouais, 100%. Je croyais dans moi. J'ai toujours cru dans moi. Mais c'était pas juste moi. C'était mes coachs, les joueurs sur le terrain avec moi. On avait une équipe très jeune. Et juste notre O-line était très jeune à cette époque. J'avais, j'avais ma famille qui était là pour moi toujours, qui me donne l'énergie, qui me supportait. Donc, je pourrais pas juste dire ça serait comme un crime de dire que c'était juste moi durant tout mon procès jusqu'à ici. J'avais, comme j'ai dit, j'avais tout le support de Dominique Ménard, de Troy, de ma mère, de ma grand-mère, de ma soeur, de ma famille, les gars que je jouais avec. Donc, ça serait un crime de juste dire que c'est moi, mais ouais. Je veux que tu nous parles évidemment de ton arrivée à Rutgers parce que ça se passe très bien. Non seulement tu as fait le saut 1 an plus vite que prévu, mais tu as eu l'occasion de jouer les 2 premiers matchs de la saison. Et comme si c'était pas assez, là, si j'ai bien compris, tu as réussi à marquer un touché dans chaque match. Donc, parle-nous un peu de comment ça s'est passé. Euh, je pense que mon coach Shaw, il fait une très bonne, il fait une très bonne job de me préparer à chaque semaine. Il sait que je suis jeune, il sait que j'ai beaucoup à apprendre. Il fait une très bonne une job à chaque jour en pratique, dans les meetings, de m'aider. Euh, donc, à la fin de la journée, pour moi, c'est collégial. Ils sont plus grands, gros, plus vite, mais ça reste le football. C'est ça ma mentalité à chaque jour. En pratique, dans les workouts, dans les meetings, ça reste le football. Et je sais que je suis bon au football et je sais que qu'est-ce que je peux faire quand j'ai la balle dans mes mains. Donc, c'est ça. Ouais, Antoine, est-ce que tu as eu des joueurs qui t'ont servi de modèle, que ce soit des joueurs dans la NFL, peut-être même des Québécois qui jouent dans la NFL présentement, comme Benjamin Saint-Just? Dis-moi, quels sont les joueurs qui t'ont servi d'inspiration ou est-ce qu'il y a un porteur de ballon que tu adores là, présentement qui est dans la NFL? Ouais, premièrement, comme les Canadiens, comme Benjamin Saint-Just, euh, c'est juste une grosse inspiration parce que ça fait comme des gars comme moi ou des gars comme Djibril ou ouais comme ça me fait comme savoir que je peux arriver là-bas, comme je peux arriver à la NFL. Donc ça m'inspire beaucoup, mais un porteur, j'aurais dit Alvin Kamara ou Christian McCaffrey. Ça c'est des deux personnes Hmm. euh, qui m'inspirent beaucoup. Um, ils sont très versatiles, ils peuvent attraper la balle, ils peuvent courir la balle très bien, ils peuvent bloquer très bien. Donc, ça, c'est des gars comme que I look up to. Je pense aussi qu'Antoine, tu es très fier de représenter le Québec, de représenter Montréal. Quand tu as marqué ton premier touché, là, on t'a vu dire un Represent 514 pour Montréal. Peux-tu nous parler un peu des belles sensations que tu as vécues à ce moment-là? Um, c'est juste, j'étais très fier. Je viens de Montréal, donc j'ai une grosse fierté. J'ai une grosse fierté. Euh, like, comme, moi, je vis, like, I live by, comme knowing where I'm from, you know, comme, je peux jamais, comme, oublier, Montréal, où je viens, d'Albé, comme juste tout le monde qui était là pour moi quand j'étais jeune, les gars qui étaient là pour moi dans les games comme Bourget, ou quand on jouait contre des gars comme Collège Laval, comme les gens qui étaient là pour moi à Montréal, ça va être ma famille pour le restant de ma vie. N'importe où je vais, n'importe quelle route que je prends, Montréal va toujours être dans mon cœur. Donc, c'est ça. Je voudrais aussi que tu me parles un petit peu de ta famille parce que je pense comprendre que tu viens d'un milieu qui n'est pas nécessairement facile, que ta mère a fait beaucoup de sacrifices pour toi et ta sœur. Quel genre de fierté là, tu ressens d'être capable d'être rendu à ce niveau-là, puis peut-être éventuellement d'accéder à la NFL? Wow, ouais. Donc, ma mère, c'est la personne que je connais qui travaille le plus fort. Elle a travaillé
depuis que je suis tout petit, toute jeune, elle travaille 2 jobs pour juste supporter moi et ma grande sœur. Euh, donc, tout ce que je fais, tout ce que je fais, quand je travaille très fort, quand je suis sur le terrain, tout ce que je fais, toutes les décisions que je prends, je pense toujours à ma mère, et ma grand-mère et ma sœur, et juste toute ma famille, parce que je sais le travail elle a mis à chaque jour pour mettre la nourriture sur la table pour moi et ma grande sœur. Je sais tous les sacrifices qu'elle a fait, tout le temps qu'elle a passé pour nous. Donc, toutes les décisions, toutes les grandes ou petites décisions que je prends, je pense toujours à ma famille et ma mère. Donc, ouais. Est-ce que tu as eu la chance, en fait, est-ce que ta mère a eu la chance de venir voir un de tes matchs jusqu'à présent? Parce que j'ai entendu dire que ton entraîneur, Dominique Ménard, planifiait un petit voyage à Rutgers là, vers la mi-octobre. Ouais. Ouais, ouais. Ma mère, juste pour comme montrer comment elle me supporte, elle est venue à chaque game, à chaque home game. À chaque home game, elle est venue là. Elle m'a vu Wow. scorer mon premier touché, mon deuxième touché. Même les games que j'ai pas eu l'opportunité de rentrer, elle est venue à ces games, à chaque game. Elle planifie à venir à chaque game qui sont home. Donc, comme j'ai dit, elle m'a toujours supporté depuis que je suis jeune. Inspirant tout ça. Les prochaines années qui s'en viennent, évidemment, ça va t'offrir des très, très belles occasions de faire encore plus ta marque à Rutgers. Comment tu vois un peu les ouvertures là, dans les prochaines années quand tu auras un rôle un peu plus important? Définitivement, je suis excité. Je suis excité, mais à chaque jour, je prends ça jour par jour. Je reste dans le moment. Je pense pas trop au futur. Quand j'ai l'opportunité à rentrer encore, je, je, I'll make the most out of it. Je vais faire ce que j'ai besoin de faire quand mon équipe a besoin de moi. Donc maintenant, je suis juste focus sur la game qui vient samedi. Donc, ouais. Ouais, ça Ben, va être le Antoine, fun à écoute, on te suivre. remercie. Oui, définitivement. Écoute, Antoine, on te remercie. Tu viens tout juste de quitter le terrain d'entraînement. Alors, encore une fois, merci de nous avoir consacré de ton temps. On sait à quel point ton horaire est chargé en tant qu'étudiant athlète. On te souhaite la meilleure des chances pour le reste de la saison, mais également pour le reste de ta carrière avec Rutgers. Merci beaucoup, les gars. Merci. 8e semaine d'activité dans la NFL, Didier, et on va commencer ça à Cincinnati avec les Eagles qui ont une fiche de 4-2 qui vont rendre visite aux Bengals qui sont 3-4. Les Eagles sortent d'un match quand même, une performance inspirante contre les Giants, tandis que les Bengals à 3-4, ben, c'est un match que on peut plus vraiment échapper de match du côté des Bengals. J'ai bien hâte de voir cet affrontement-là. Bon, on n'a plus de marge de manœuvre du côté de Cincinnati après avoir commencé la saison régulière avec une victoire lors de nos 5 premiers matchs. Mais que dire de la performance de Saquon Barkley? Là? On va parler de Mhm. ton club un peu, les Eagles de Philadelphie. Bon, ça a été long avant qu'on se mette en marche contre les Giants de New York, mais clairement, Saquon avait encerclé la date de cet affrontement contre son ancienne équipe. 17 courses, 176 verges et un touché. Écoute, le match a commencé, puis les partisans des Giants brûlaient son chandail. On le huait. Puis là, il était en mesure de tourner les huées en applaudissements. Je pense qu'on avait même des larmes aux yeux du côté des partisans des Giants de New York. On regrettait de voir un Saquon dans l'uniforme de notre équipe rivale, les Eagles de Philadelphie. Moi, je vous pose la question maintenant, du côté des Bengals de Cincinnati, qui eux accordent en moyenne depuis le début de la saison, Marc-André, 136 verges au sol par match. Est-ce qu'on va être en mesure de ralentir Saquon et l'attaque terrestre des Eagles de Philadelphie? C'est ce que j'ai hâte de voir parce que c'est clair, là, le match va avoir lieu à Cincinnati sur la route. Les Eagles vont vouloir établir l'attaque au sol avec Saquon. Alors, je ne suis pas convaincu, moi, que les Bengals vont être en mesure d'arrêter l'attaque terrestre des Eagles. Une chose qui est positive du côté des Eagles, c'est qu'on a coupé les revirements. On a commis aucun revirement lors des 2 derniers matchs, puis ça s'est traduit par 2 belles victoires. Ben, l'une contre les Browns et l'autre contre les Giants. Vous allez me dire que l'opposition n'était peut-être pas si féroce que ça, mais quand même, c'est de bon augure. L'attaque de Philadelphie, 160, Marc, obtient 166 verges au sol par match. C'est bon pour le deuxième rang dans la NFL. Et
Combiné à ça que les Bengals ont une fiche de aucune victoire et 3 défaites cette saison à domicile, ben moi, je vais prendre mes Eagles pour l'emporter ce dimanche. Écoute, moi, je vais prendre les Bengals afin de l'emporter, là, malgré le fait que, comme je viens de dire, je ne suis pas certain que l'unité défensive sera en mesure d'arrêter l'attaque terrestre des Eagles de Philadelphie. Mais à cause de ce qu'on a dit au début, là, le temps presse pour les Bengals de Cincinnati. Ils n'ont plus de marge de manœuvre. Et la tertiaire des Eagles de ton club, ça demeure un point d'interrogation. Là, cette tertiaire-là n'a pas vraiment été testée contre les Browns et certainement pas contre les Giants de New York et Daniel Jones. Mais là, face à Joe Burrow, Jamar Chase, T. Higgins, je pense qu'on va avoir des ennuis puisque les Eagles ne nous ont pas prouvé depuis le début de la saison qu'ils étaient en mesure d'arrêter une bonne attaque aérienne. Alors, à cause de cette raison-là, je vais choisir Cincinnati afin de l'emporter dans un match qui va être très serré. Si Philadelphie l'emporte, je ne serais pas surpris. Là. Duel pour le premier rang de la division sud de la nationale entre les Falcons qui ont une fiche de 4-3 et les Buccaneers qui ont également une fiche de 4-3. C'est le deuxième affrontement entre les deux formations lors de la semaine numéro 5. On se souvient, Kirk Cousins et les Falcons l'avaient emporté. Kirk Cousins avait lancé pour plus de 500 verges par la passe. Oui, il semble que le garde à gauche partant des Falcons d'Atlanta, Mathieu Bergeron, le Québécois, devrait être en mesure de participer à la rencontre. Bon, les Falcons n'ont pas encore commencé en semaine de préparation là, lorsque on enregistre le podcast. Il n'a pas terminé la rencontre de la semaine dernière. On croyait qu'il avait subi une commotion cérébrale. Finalement, on a annoncé que c'était une blessure au cou, mais il semble qu'il devrait être en mesure d'affronter les Buccaneers. Comme tu disais, les deux équipes s'étaient affrontées dans de la 5e semaine d'activité. Ça avait été un match très excitant, un match serré, tu t'en souviens. Mais la section sud de la nationale, elle appartient aux Falcons maintenant, en raison des blessés, des blessures que les Buccaneers ont subies lundi soir lors de leur défaite contre les Ravens de Baltimore. On a perdu tout d'abord les services de Mike Evans, qui a subi des élongations musculaires aux ischio-jambiers. Donc, il devrait être absent pendant plusieurs semaines. Et la saison de Chris Godwin est terminée. Godwin qui a subi une dislocation à une cheville. C'était vraiment pas beau à voir. Alors là, on parle des deux meilleurs receveurs des Buccaneers de Tampa Bay, mais pas juste ça. Même Baker Mayfield, après le match, il a dit, écoutez, ces deux receveurs-là sont le cœur et l'âme. Ils sont les leaders de notre unité offensive. Alors, au moins, on a des victoires en bas du côté des Buccaneers de Tampa Bay. Mais moi, je crois sincèrement, écoute, les Falcons sont l'équipe à battre dans cette division maintenant avec la perte de Evans et de Godwin. Certainement pas les Panthers à Caroline qui vont donner du fil à retordre aux Falcons et aux Buccaneers. Rien ne fonctionne pour les Saints de la Nouvelle-Orléans. Alors, moi, je choisis les Falcons afin de l'emporter en raison maintenant des nombreux blessés qu'on a du côté de Tampa Bay. Le pire, c'est qu'il restait en quoi? 1 minute à la rencontre lorsque Chris Godwin s'est blessé. Ça laisse peut-être des questions en disant, mon Dieu, est-ce qu'il y avait vraiment une chance de remonter du côté des Buccaneers? On aurait peut-être dû asseoir notre joueur étoile. Bref, moi, je veux parler de la défense des Buccaneers de Tampa Bay qui ont accordé, écoute, la défense, le bateau de pirates, là, on dirait qu'ils se font, ils ont rencontré des Gaulois 2 fois lors de leurs 3 derniers affrontements. On a accordé plus de Il y a des 500 trous verges dans le d'attaque bateau. à l'adversaire. Exactement. Lors de 2 des 3 derniers matchs de l'équipe. Et les Falcons ont une fiche de 3-0 contre la division sud de la nationale. 2-0 sur la route. Moi aussi, je pense que les blessés vont venir rattraper les Buccaneers. Je pense qu'on va avoir le droit à du jeu au sol avec le petit monstre à 3 têtes, le petit minou à 3 têtes avec Irving, Tucker et White. Mais ça ne sera pas suffisant. Je pense que les Falcons vont l'emporter même assez facilement, selon moi. Les Non, Colts mais c'est un bon point que tu d'Indianapolis. amènes. Hein. Je crois qu'on n'aura pas le choix de changer l'identité de notre attaque du côté Ouais. des Bucks. On va vraiment devoir miser sur le jeu au sol. Mais comme tu l'as dit, on a un monstre à 3 têtes. Là. Rashad White, Sean Tucker et la recrue Bucky Irving. Et puis, on a quand même une bonne ligne à l'attaque. Donc, c'est pas sans espoir du côté des Buccaneers, mais on n'a pas le choix de changer notre identité. Et la défense des Falcons, c'est pas la plus solide. Je continue là de croire qu'Atlanta devrait gagner. Mais si les les Bucks sont en mesure de causer une surprise, je ne serais pas surpris non plus. Là. Les Colts d'Indianapolis, avec une fiche de 4-3, vont se rendre à Houston pour y affronter les Texans et leur fiche de 5-2. Eh bien, c'est un affrontement entre ces deux quarts-là. On les voit sur l'image. Anthony Richardson, qui a complété 10 de ses 24 passes pour 129 verges contre Miami la semaine dernière.
C'était Pas l'enfer. beaucoup. Et contre Mm. CJ Stroud, qui lui a complété 10 passes, aussi récolté seulement 86 verges à Green Bay. Donc, c'est deux corps vraiment qui voudront se reprendre cette semaine, assurément. Du côté de CJ Stroud, il y a une tendance qu'on va devoir observer là, pendant le reste de la saison. Bon, c'est la huitième semaine d'activité. On approche la mi-saison. Mais il en a vraiment arraché, souviens-toi, contre les Vikings du Minnesota. Là, il en a arraché contre les Packers. Je parle de deux équipes qui ont des bonnes unités défensives. Puis depuis le début de la saison, c'est ce qu'on voit de Stroud. Là. Il en arrache vraiment contre les bonnes défenses. On en a parlé. Hey, 10 en 21 pour 86 verges. Il a passé pour moins de Non, 100 verges. Là. Comment est-ce possible? Là? Je sais que la défense des Packers, elle joue bien récemment. Quand même, CJ Stroud doit être en mesure d'amasser plus de 100 verges par la passe, malgré l'absence de Nico Collins. Donc ça va être une tendance à surveiller parce qu'en plus de ça, l'attaque au sol a fonctionné. Joe Mixon, 115 verges, il a inscrit deux touchés. Malgré tout, par la passe, ça a été très pénible pour CJ Stroud. Donc, moi, j'ai observé cette tendance-là du côté de Stroud. Mais là, je pense qu'il va connaître un bon match. On va affronter la défense des Colts. J'ai dit que Stroud en arrache depuis le début de la saison contre les bonnes défenses. Ça, les Colts, elle est très mauvaise. Moi, je choisis les Texans de Houston pour l'emporter. Comme tu l'as dit, en plus de ça, les performances d'Anthony Richardson, ben, c'est vraiment inquiétant parce que on ne voit pas d'amélioration de sa part. Là. Puis je sais, il a moins de 17 départs en carrière dans la NFL. Il n'a pas même une saison complète derrière la cravate. Mais à un certain moment donné, ça serait bien de voir un peu d'amélioration du côté de Richardson en tant que passeur. Richardson, en bon québécois, il ralentit le groupe, comme on dit ici, au Québec. Ouais, ben on l'a vu avec Flacco, hein? Ouais, ça n'a pas de sens. Josh Downs, seulement un catch la semaine dernière. On dit que Josh Downs est vraiment un receveur qu'on aimerait plus mettre en valeur du côté des coachs. Puis écoute, tant aussi longtemps qu'Anthony Richardson sera au poste de corps, je pense que, je parle ici en tant que joueur fantasy, je suis quand même. La situation des receveurs est assez précaire du niveau des coachs. Et parlant, je vais vous parler de CJ Stroud dans mon volet fantasy tout à l'heure parce que justement, tu l'as dit, les coachs accorde le deuxième plus haut total de verges au sol dans la NFL. Ça sera une grosse semaine pour Joe Mm. Mixon, encore une fois, selon moi. Et les Colts aussi allouent le dixième plus haut total par la passe. Donc, c'est vraiment une défense médiocre. Je pense que CJ Stroud, c'est un excellent remède pour CJ Stroud que les Colts d'Indianapolis. Je pense que les Texans vont l'emporter. Le buffet Est-ce sera que ouvert contre la défense des Colts. Il est ouvert à toutes les semaines. tu as dit que tu as fait la prédiction aussi, tu as pris les Texans, j'imagine? J'ai pas entendu, j'ai Oui, pas oui, oui, retenu. oui, oui, oui. C'est clair que je prends Houston. Le match est à Houston en plus. Oui, je prends les Texans, oui. Les Bills de Buffalo, avec une fiche de 5-2, vont se rendre à Seattle pour y affronter les Seahawks à 4-3. C'est peut-être un match piège pour les Bills, Didier, parce qu'on change vraiment de fuseau horaire. Souvent, les équipes qui changent de fuseau horaire Mhm. ont de la difficulté, souvent à Seattle, à venir jouer à Seattle. Est-ce que tu penses que c'est un match piège pour les Eagles, pour les Bills, ou tu penses que les Bills peuvent vraiment poursuivre sur leur belle lancée? Ben, pour moi, les Seahawks sont une bonne équipe, là. Surtout que l'unité défensive a bien joué la semaine dernière. Là. Finalement, bon, premièrement, il y avait plusieurs blessés au sein du front de la défense des Seahawks de Seattle. Ces joueurs-là ont effectué un retour au jeu la semaine dernière contre les Falcons. Puis, tu t'en souviens, cet été, tu sais, moi, j'avais des gros espoirs pour la défense des Seahawks avec Mike McDonald, qui est maintenant l'entraîneur-chef. Il était le collateur de la défense des Ravens de Baltimore par le passé. Mais là, avec les blessés de retour, on a provoqué 3 revirements contre les Falcons d'Atlanta. On a marqué un touché défensif. Derek Carr a récupéré un échappé qui l'a ramené jusque dans la zone début. Alors, ouais, j'aime ça. Le match va avoir lieu à Seattle, avec la foule bruyante, la défense qui a mieux joué, finalement, qui a joué à la hauteur de son talent. J'ai hâte de voir si cette unité défensive-là va pouvoir jouer à ce niveau-là pour une deuxième semaine consécutive. Je crois que oui. Alors moi, je vais choisir les Seahawks justement afin de vaincre les Bills de Buffalo. Puis en passant, les Bills, hein, comme les Falcons, leur division, elle est à eux. Là. OK, il n'y a rien de va plus pour les Dolphins. Il semble que Tua pourra effectuer un retour au jeu cette semaine. On va en parler plus tard. Bon, les Patriots, ça va absolument nulle part. Les Jets, c'est terminé. Eux aussi, on va en parler plus tard. Alors, c'est aux Bills de terminer au premier rang de la section ouest de l'américaine. Mais je crois qu'on va avoir des ennuis à Seattle. La défense des Seahawks a démontré qu'elle peut être explosive. Il semble que DK Metcalf, toutefois, va être absent, Ouais. mais c'est pas grave. Avec Kenneth Walker dans le champ arrière, jumelé à la défense qui a mieux joué la semaine dernière, moi, je crois que les Seahawks vont être en mesure de l'emporter. Josh Allen,
sur les terrains adverses cette saison, donc sur la route, il a une fiche de 2-2 cette saison, une moyenne de 166 verges par la passe seulement et une passe de toucher. Comparativement à domicile, où il est parfait, il a une moyenne de verges par la passe de 272 et il lance en moyenne près de 3 passes de toucher par match. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que Mhm. Josh Allen connaît quand même des difficultés sur les terrains adverses cette saison. Par contre, la défense des Seahawks cloue en moyenne 5 verges par course cette saison. C'est bon pour le 29e rang dans la NFL. Et Buffalo, 5,1, donc pour le 30e rang. C'est pas bon, en fait, je devrais dire, pour le 30e rang. Euh, Par contre, je pense que ça va se passer au sol, ce match-là, et je pense que les Bills en attaque sont mieux nantis pour l'emporter. Je pense que les Bills vont gagner ce match-là à Seattle, mais je serais pas surpris que les Seahawks également enlèvent ce match-là, mais je vais prendre les Bills parce que je trouve qu'on est en train de trouver notre air d'aller du côté des Bills, même avec Amari Cooper la semaine dernière, c'était beau à voir. Ben Je pense ça, qu'on j'allais te peut... demander qu'est-ce que tu pensais d'Amari Cooper. Il avait échappé la première passe en sens sa ouais, direction. Je me disais, bon, c'est le Amari Cooper de Cleveland, là, décidément. Mais là, après ça, il a beaucoup mieux joué. Il a inscrit son premier touché dans l'uniforme des Bills de Buffalo. Qu'est-ce que t'as passé de sa performance? Ben, j'ai trouvé ça très bien parce que pour un gars qui est arrivé, quoi, 3 jours auparavant, je veux dire, on Oui, l'a vraiment, saupoudré sur le terrain. On a même vu des séquences où Keon Coleman, justement, lui expliquait un peu le jeu qui se déroulait avant la levée du ballon. C'était quand même, beau à voir. Il a quand même été ciblé. Je crois qu'il a couru quelque chose comme une douzaine de tracés. Il a été quand même ciblé 5 ou 6 fois sur ces tracés-là. Ça me dit que plus la saison va avancer, ben, je pense qu'on va vraiment cibler Amari Cooper. Je pense que Josh Allen va en faire son mâle alpha, sa cible numéro un. C'est de bon augure pour Amari Cooper, selon moi. J'ai apprécié sa performance. C'est un besoin du côté des Bills et je pense qu'on va l'utiliser à bon escient. Ouais, justement, je pense que les Bills ont un momentum là, avec justement la venue d'Amari Cooper. Je pense que ça va se poursuivre contre les Seahawks. je On pense que c'est passe le maintenant. troisième match là, sur lequel on s'entend pas là, jusqu'à présent. Ouais, exact, mais il faut que tu fasses une remontée, hein, quand même. Je pense. Je ne sais pas de quoi a l'air le classement cette semaine, on va en parler à plus Bon, tard, on va voir mais tout à l'heure. tu as besoin vraiment de te lancer à l'eau un peu, sans de faire du bungee sans élastique, un petit peu, Didier. Euh, les Bears de Chicago, avec une fiche de 4-2, vont affronter les Commanders avec une fiche de 5-2 à Washington. Et vraiment, évidemment, la question qui est sur toutes les lèvres, est-ce que Jaden Daniels sera à son poste du côté des Commanders qui devrait, si oui, ben on aura un affrontement entre les deux premiers choix du dernier repêchage. Ah, il faut que Daniels soit en uniforme, hein? Comme tu viens de dire, tu sais, Mhm. Caleb Williams contre Jaden Daniels, là, ça fait quelques semaines qu'on avait encerclé ce duel. En tout cas, moi, j'avais encerclé sur mon calendrier. Je me disais, alright, j'ai hâte de les voir jouer, surtout que Caleb Williams s'améliore de semaine en semaine. Alors, Jaden Daniels a subi une blessure au côte. On l'a vu contre les Panthers à Caroline, il était sur les lignes de côté, il souriait. Donc, ça avait l'air correct. Puis on jouait contre les Panthers, 106 services avec Marcus Mariota au poste de quart. On a marqué une quarantaine de points. Ça, c'est à quel point les Panthers, mon Dieu, là, ça va vraiment pas bien. Alors, je pense qu'on n'a pas pris de chance du côté des Commanders. Bien sûr, ça va être à surveiller au cours de la semaine. Mais moi, je crois que Jaden Daniels devrait être à son poste. Du moins, je me croise les doigts. J'espère qu'il va être là contre les Bears de Chicago. Les Bears, ils avaient congé la semaine dernière. La dernière fois qu'on les avait vus en action, c'était à Londres où ils ont démantelé la pitoyable unité défensive des Jaguars de Jacksonville. Caleb Williams avait connu un fort match. Alors, j'ai hâte de voir si cette progression qu'on voit de Caleb Williams, sincèrement, à chaque match depuis le début de la saison, il s'est amélioré. Est-ce que ça va se poursuivre contre les Commanders? On sait que la défense des Commanders, elle a des ratés contre le jeu aérien. On va être reposé du côté des Bears. On avait congé la semaine dernière. Alors, c'est la raison pour laquelle je vais choisir les Bears afin de l'emporter, surtout qu'on n'est pas certain si Jaden Daniels va être en uniforme. Mais même si Daniels est en uniforme, je crois que Chicago va être en mesure d'aller à Washington et d'aller chercher là, une victoire qu'on a besoin parce qu'on a connu du succès. Comme je viens de le dire, ça a bien été pour Williams lors des dernières semaines, mais quand tu regardes les adversaires qu'on a eus, c'est comme les Jaguars de Jacksonville, ça n'a pas été vraiment des bonnes équipes. Là, je pense qu'on va être capable d'aller chercher une victoire contre une bonne formation. Moi aussi, je pense que la clé, ça va se passer en défense, ce match-là, et je pense que la défense des Bears est sous-estimée. Elle est excellente cette saison. Mhm. Elle a accordé le cinquième plus bas total de verges en moyenne cette saison dans la NFL, les Bears. Puis je pense encore que la défense des Commanders joue
je te dirais, mieux depuis quelques matchs, mais je pense que c'est une question de l'adversaire aussi qui était peut-être moins coriace. Donc, moi, je pense que la défense des Bears Mmh. va avoir le dessus sur celle des Commanders et les Bears vont l'emporter également grâce à cela. Les Cowboys de Dallas, avec leur fiche de 3-3, vont se rendre à Santa Clara pour y affronter les 49ers de San Francisco et leur fiche de 3-4. Écoute, du côté des 49ers, Didier, on en a parlé un peu, ce sera sans Brandon Ayuk, sans Deebo Samuel qui souffre d'une pneumonie. C'est quand même un peu inquiétant dans son cas, Deebo Samuel. Et du coup, donc, on sera sans nos deux receveurs étoiles. Et du côté des Cowboys, on sera sans notre défense contre le jeu au sol. Ouais, ben, on n'en a pas, tout simplement. Mais est-ce que Michael Parsons sera de retour au jeu finalement? C'est quelque chose à surveiller. Il a raté les dernières rencontres du côté des Cowboys. Mais ouais, tu as parlé de la blessure à Brandon Ayuk. Là, c'était pas beau. Là. Dès qu'on a vu les images, on se doutait bien que sa saison est terminée. Les 49ers ont confirmé le tout. Il s'est déchiré 2 ligaments dans son genou dans la défaite des Niners contre les Chiefs de Kansas City. Je crois que Brock Purdy a connu son pire match en carrière lors de cette rencontre-là. Il avait l'air complètement mêlé. Bon, c'est sûr, lors de perdu les services d'Ayuk au cours de la rencontre. Mais malgré tout, comme je le disais tout à l'heure, moi, je crois que ta fenêtre de Super Bowl des 49ers, c'est terminé. Là, on va affronter les Cowboys de Dallas. Les Cowboys qui ont eu congé. J'ose croire là, que du côté de Dallas, surtout du côté de l'attaque, là, on va être amélioré en affrontant une défense de San Francisco qui se cherche. Mais j'ai aucune confiance en cette édition 2024 de Dallas. Alors, c'est la raison pour laquelle, par défaut, je vais choisir les 49ers afin de l'emporter. Parce que du côté des Cowboys, j'ai rien vu qui m'inspire confiance. On dirait que la semaine de congé nous a fait oublier le fait qu'ils se sont fait corriger contre les Lions. On dirait qu'on avait oublié ça dans nos Ah, je ne mémoires. l'ai pas oublié, moi. Je Mais l'ai pas oublié. parce que c'était vraiment pas beau tout de suite, comme on dit. Moi aussi, 49ers dans mon cas, parce que justement, je pense que ça va se passer au sol. Les Niners obtiennent en moyenne 149 verges au sol par match. Je pense que ça va être un gros match pour Jordan Mason. Et les Niners ont récolté 3 victoires de suite à Dallas par la marque contre les Cowboys, pardon. Et marquent en moyenne, tandis que les Cowboys, lors de ces matchs-là, marquent en moyenne 13 points. Donc, c'est pas beaucoup. Je sais pas si c'était clair ma stats, mais bref, ça pour vous dire que je prends les 49ers pour l'emporter. J'ai compris qu'est-ce que tu voulais dire. Je suis pas sûr d'avoir Alors, qui compris. tu Si vous choisis pour réécoutez l'emporter? je vais prendre les 49ers à domicile. Si vous réécoutez Ah, ok. l'enregistrement, je pense à l'envers, vous allez comprendre ma stats correctement, assurément. En rafale maintenant, lors de la semaine numéro 7, les Vikings, qui ont subi une première défaite le week-end dernier, donc une fiche de 5-1, vont affronter les Rams à Los Angeles et leur fiche de 2-4. La grosse nouvelle du côté des Rams, c'est que Cooper Kupp sera assurément de retour jeudi soir pour y affronter les Vikings. Je vais choisir les Vikings afin de l'emporter. Je crois qu'ils vont être en mesure de rebondir après avoir encaissé leur première défaite de la saison à Los Angeles. Les Rams, je pense qu'ils vont être coriaces avec le retour au jeu de Cooper Cup, comme tu l'as dit, mais la ligne à l'attaque, c'est ça le problème. Est-ce qu'elle va être en mesure de bien protéger Matthew Stafford avec la contre-défense de Brian Flores? Je crois pas. Alors, c'est la raison pour laquelle je choisis les Vikings afin de l'emporter. Je pense que, écoute, les Vikings, c'est assez fascinant. Ils ont marqué 58 points au premier quart cette saison. Ils n'en ont alloué seulement que 3. Donc, on connaît d'excellents départs du côté Wow. des Vikings et je pense que c'est la clé parce que les Vikings, s'ils connaissent un autre départ, un autre excellent départ, je pense que les Rams n'ont pas la force de frappe en ce moment pour pouvoir rivaliser avec les Vikings. On va sûrement essayer de se tourner du côté des Rams, du côté de Karen Williams, qui a inscrit un toucher au sol dans 9 matchs de suite. C'est un record d'équipe. C'est à 1, pardon, du record d'équipe. Le record d'équipe appartient à Greg Bell, qui en avait inscrit 10 en 1988 et 89. Moi, j'avais Qui 3 ans, ça? je ne sais pas C'est quoi qui son est. nom? Greg Bell, avec les Rams. Ben, c'est un Moi, joueur que je ne connais pas. 88-89, moi, 88-89, j'avais 3-4 ans, là, donc j'ai aucune idée qui est Greg Bell. Tout ça pour vous dire que les Vikings, je pense, ont une meilleure formation en ce moment que celle des Rams sur le terrain. Je vais prendre les Vikings pour l'emporter. Les Jets, s'il y a une lueur d'espoir, hein, le vert, c'est la couleur de l'espoir. S'il y a une lueur d'espoir du côté À New des Jets York. À New York. de faire une remontée à 2-5,
Les Jets vont affronter les Patriots à 1-6, justement. Est-ce qu'on peut. Écoute, c'est un match sans lendemain si on veut espérer quelque chose du côté des Jets. On ne peut pas échapper ce match-là contre les Pats. Moi, je lançais la serviette, je te l'ai dit. J'avais déjà dit la semaine dernière, j'avais laissé la serviette pour les Jets. Puis là, on a vu encore une fois, contre les Steelers, on aurait pu, même on aurait dû gagner ce match-là, on avait l'avance. Juste à une horrible interception de la part de Aaron Rodgers. J'étais à la description de cette rencontre en compagnie de Pierre Vercheval, puis Pierre l'a bien dit, hein, c'est le retour des bons vieux Jets. Quand on dit des bons vieux Jets, ça sous-entend une mauvaise équipe. Écoute, je ne vais pas retourner là, sur ce qu'on a dit la semaine dernière, mais on avait prévu le coup. Ce n'est pas l'ajout de Devante Adams qui allait améliorer la défense contre la course, qui allait améliorer la protection, la ligne à l'attaque. Et c'est pas ça qui va permettre à Aaron Rodgers de rajeunir. Il a l'air d'une carrière de 40 ans. Une chose de Rodgers, Marc-André, sa dernière saison avec les Packers, c'est pas comme s'il jouait bien. Là. Ça, on remonte à 2022. Il n'avait pas connu une bonne saison. Puis là, il est rendu à 7 interceptions, Rodgers, depuis le début de la saison. OK, Aaron Rodgers a toujours été un carrière qui évitait les interceptions depuis le début de sa carrière. Il a un des meilleurs ratios, si ce n'est pas même le meilleur ratio dans toute l'histoire de la NFL, si je ne me trompe pas, en termes de toucher interception. Là, il fait cadeau du ballon sans cesse aux équipes adverses. Tu as parlé, les Jets ont 2 victoires. Ces 2 victoires-là, elles ont été acquises contre les Patriots et les Titans du Tennessee. Ce pas 2 superpuissances. Donc, on n'est pas capable de battre de bonnes équipes. Je vais choisir les Jets afin de l'emporter puisque les Patriots en arrachent, malgré que les performances de Drake May sont encourageantes. Clairement, il est talentueux. Là. Drake May est sur un rythme de 30 touchés si on se fie en 12 matchs, si on se fie à ça. Donc, il connaît vraiment un bon début de saison. Ben, un bon départ, disons, dans la NFL, pas un début de saison, ou son début de saison, disons ça comme ça. Mais je pense qu'il n'a jamais affronté une défense aussi bonne que celle des Jets et je pense qu'il va peut-être frapper un mur ce dimanche. Donc, moi aussi, je prends les Jets pour l'emporter contre les Pats. Les Oui, avant Packers de de parler d'un Green autre Bay. match, je veux Oui, juste mentionner, excuse-moi, juste mentionner rapidement, je ne sais pas si tu as vu les commentaires de Gerard Mayo, l'entraîneur-chef des Patriots, qui après la non? défaite des Patriots a dit que son équipe était molle. Ouais, il a dit ça, tu sais, il a dit que on est mou et tout. Il y a même Bill Belichick qui est venu à la défense des joueurs des Patriots, il a dit, ben écoutez, ils n'étaient pas Hmm. mous l'année dernière, ce sont les mêmes joueurs. OK, c'est pas mal la même formation à quelques joueurs près, là, naturellement, qu'on a ce genre de commentaire-là, venant d'un entraîneur-chef recru, ça, Gerard Mayo, là, il fait tout, on dirait, pour que les joueurs arrêtent de l'écouter. Tu ne peux pas insulter tes joueurs publiquement de cette façon-là. C'est pas comme si Jared Mayo nous a démontré qu'il était un bon entraîneur-chef. Il doit faire attention, là, pour pas que le vestiaire se tourne contre lui. En tout cas, je vais juste mentionner ça, parce que lorsque j'ai lu ses commentaires après la rencontre, je me suis dit, non, non, ça, c'est vraiment pas bon de la part de Mayo. Là. Ces joueurs pour pas accepter qu'ils disent que sa formation est molle publiquement. Là. Je pense qu'on a quand même une carence en talent du côté des Patriots. Je pense que c'est pas une bonne saison pour juger du travail de Jerome Mayo. Il faudrait voir avec la suite, avec la reconstruction. Mais oui, je pense Oh aussi non, que c'est non, pas. je crois qu'on peut en juger, Marc-André, parce que cette défense-là, elle était très bonne l'année dernière. Souviens-toi, je pense qu'on a vu une séquence de 3 matchs consécutifs qu'on avait accordé 10 points au moins, puis malgré tout, on avait perdu. C'est la première fois que ça arrivait dans l'histoire de la NFL, c'est en raison des déboires de l'attaque. Défensivement, c'est pas mal les mêmes joueurs qui étaient là l'année dernière. Et c'était statistiquement une des meilleures unités défensives de la Ligue. Joe Mayo et son groupe d'entraîneurs, jusqu'à présent, là, ils n'ont vraiment pas été impressionnants. Je m'excuse, là. Moi, je suis du côté des joueurs des Patriots là-dessus. Là. Je sais, on ne regorge pas de talent, on s'entend là-dessus. Mais Gerard Mayo, jusqu'à présent, c'est pas très impressionnant là, le travail qu'il fait. OK, j'ai plus rien à dire. Je te laisse là-dessus. T'es pas d'accord? T'es Bon, on va d'accord? pas. Pas d'accord? T'as juste négatif Ben, là-dessus? écoute, en tant que fan des Eagles, j'ai toujours haï les Patriots. Donc, que ça aille mal, ça me dérange pas. Non, non. Mais, non, mais, écoute, Jaron Mayro, je sais pas. Je veux dire, je pense encore que c'est ça. Mais écoute, t'es un joueur de foot, t'es un ancien joueur de foot. T'as vraiment des bons arguments. Je suis bouche bée. Je sais pas quoi dire. Les Packers de Green Bay, je vais passer au suivant. Les Packers de Green Bay à 5-2 vont affronter les Jaguars de Jacksonville à 2-5. C'est un match évidemment entre l'une des meilleures attaques aériennes du circuit contre l'une des pires tertiaires. Je me demande qui va l'emporter.
Ah ben c'est ça, là, les Jaguars ont gagné la semaine dernière à Londres, mais c'était contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Là, on retourne à domicile contre Green Bay. Les Packers sont une équipe complète. Pour moi, Green Bay est une des formations qui peut aspirer à un Super Bowl. Là, on fait partie de la meilleure section de la NFL, ça ne sera pas facile, mais quand même, j'aime ce que je vois de la part des Packers. La défense est améliorée. Ça fait des années que je trouvais que cette défense-là était très talentueuse. Avec le changement de coordonnateur a vraiment un impact. Alors, moi, je choisis naturellement les Packers afin d'emporter à Jacksonville. C'est drôle parce qu'en préparation de ce match-là, je lisais un peu sur Internet, puis ça disait est-ce que c'est un match piège pour les Packers, puisqu'ils vont affronter ensuite les Lions lors de la semaine numéro 9? Est-ce qu'on pense déjà aux Lions du côté des Packers, que ça pourrait justement être un Ah, match j'avoue, hein? qu'on pourrait Hein? échapper? C'est quand même les Jaguars. Ma réponse est non. On va quand même l'emporter du côté des Packers. Moi aussi, je choisis les Packers. Et j'avais une petite stats le fun pour toi. La semaine dernière, Didier, Josh Jacobs a inscrit son premier touché par la passe de sa carrière dans la NFL. Savais-tu ça? C'est quand même assez Non, surprenant non, je ne après savais pas ça. 213 attrapés sans toucher. Ben là, et son premier touché la semaine dernière. Donc, je trouvais ça Ah, ben, fascinant. C'est félicitations à quelque chose Josh qui m'a. Jacobs. Ouais, oui, oui. Les Titans du Tennessee, avec une fiche de 1 et 5, vont affronter les Lions à 5 et 1. Les Lions sont favoris par 11,5 points fantasy. Pas fantasy, 11,5 points au preneur au livre, pardon. C'est le plus haut total cette saison. Donc, écoutez, ça veut tout dire. Je pense que les Lions vont l'emporter assez facilement. Ben oui, ben moi aussi je choisis les Lions afin de gagner ce match-là contre les Titans du Tennessee. Ouais, on verra si Will Levis va effectuer un retour au jeu, mais peu importe là, qui est au poste de quart, Rudolph ou Levis, ça va être une victoire des Lions. Le match est à Détroit. Puis Jared Goff, on va devoir mentionner son nom en tant que candidat au titre de joueur par excellence de la NFL. À ses 3 derniers matchs, il a vraiment été incroyable. Toute une performance de Jameer Gibbs la semaine dernière. Écoute, il y a trop de munitions du côté de l'attaque de Détroit. Puis je vais continuer à dire que les Lions devraient appeler les Browns de Cleveland afin de voir si Miles Garrett n'est pas disponible. Les Browns m'ont l'air d'une équipe qui vont se mettre en mode de vente de feu. Alors pourquoi pas appeler Miles Garrett à Détroit afin de remplacer Aiden Hutchinson? Miles Garrett ou Max Crosby aussi du côté des Raiders, tant qu'à ça. Ouais, Ouais. ça nous prend un chasseur de cartes du côté des Lions, ça c'est sûr. Les Cardinals de Ouais, une chose l'Arizona, que je veux dire oui, du côté des Lions avant qu'on passe à un autre match, Dan Campbell, là, il doit arrêter de parier en quatrième essai dans son territoire. Là, il est allé d'un jeu truqué. Non, mais Marc-André, c'est à la suite de la première séquence du match. Tu affrontes une équipe de ta section, les Vikings du Minnesota. C'est la première séquence du match. Botte le ballon, vas-y de botter de dégagement. Tu es dans ton territoire. Et en plus de ça, là, on ne surprend plus personne du côté des Lions. Les équipes s'attendent à des jeux truqués, à ce qu'on parie en quatrième essai. Il n'y en a plus d'effets surprise. On sait que Campbell aime faire ça. Ça a coûté une participation au Super Bowl au Lyon. Dan Campbell, il doit arrêter ça, Marc-André, parce qu'on a tiré derrière 10-0 à cause de ça contre les Vikings. On a été en mesure de l'emporter. Mais là, Dan, arrête là, avec les paris, surtout dans ton territoire. Là, ça ne marche pas. Les équipes adverses s'y attendent. OK? C'est juste ça que je voulais dire. Bon. un qui a arrêté de parier dans les installations de l'équipe, c'est Jamison Williams, par contre, mais il a enfreint la politique antidopage de la Ligue, sera suspendu pour 2 matchs. Je ne sais pas si ça va faire une Il y a tout le différence. temps Je sais quelque pas, chose avec avec la. Jameson Williams. Ouais. C'est Je sais pas, incroyable. ça va-tu faire une différence, hein, tu penses, dans l'attaque, ou on va vraiment s'en remettre encore à la clé de notre succès qui est Jameer Gibbs, David Montgomery, Amon-Ra St. Brown, peut-être voir plus de Tim Patrick, que je trouve que c'est un receveur honnête dans la NFL qu'on avait embauché. Mais est-ce que Jameson Williams va manquer à l'attaque des Lions, selon toi? Ben, il amène une dimension. Là. C'est un joueur tellement explosif. C'est un des joueurs les plus explosifs de la NFL. Il tire les défenses adverses de façon verticale. Oui, il va manquer au Lions, mais je pense, comme tu viens de le dire, l'identité des Lions, ça demeure notre ligne à l'attaque et le jeu au sol. Donc, on va être en mesure de l'emporter, mais surtout qu'on va juste affronter les Titans du Tennessee. Mais oui, il va leur manquer parce qu'il est un joueur de talent. Les Cardinals de l'Arizona à 3 et 4 vont affronter les Dolphins à 2 et 4. Évidemment, la grosse nouvelle de ce match-là, la grosse manchette, c'est le retour probable, je te dirais, de Tua Tagovailoa dans la formation pour les Dolphins. Ouais, tu vois qui a dit qu'elle n'allait pas porter le Guardian Cap, hein, cette protection additionnelle sur Ouais. le casque des joueurs. On en voit à travers la NFL des joueurs qui portent ça. Lorsqu'il a parlé aux journalistes, il a dit c'est un choix
personnelle, une préférence personnelle, qu'il n'allait pas porter le Guardian Cap, malgré qu'il est rendu à quoi? À 5 commotions cérébrales depuis le début de sa carrière. Bref, c'est son choix, mais en tout cas, je ne vais pas lui dire quoi faire, mais personnellement, j'aurais aimé le voir porter Mhm. ça. Ça ne peut pas faire de mal, ça ne peut pas lui nuire d'avoir une protection additionnelle pour sa tête. Mais bref, c'est sa décision. Je vais choisir les Cardinals pour l'emporter, Marc-André. Je sais que le match a lieu à Miami. Il va y avoir beaucoup d'engouement étant donné que toi va être de retour au jeu. Mais je pense que ça va être plus serré, puis les Cardinals vont être en mesure de l'emporter. Mark McDaniels, pour moi, il n'est pas un bon entraîneur-chef. Moi, les Dolphins ont la pire attaque de la NFL depuis que Tua est blessé. Mike McDonald, c'est supposé être un gourou de l'attaque au sol. Puis là, Tua, je veux dire, je m'excuse, mais c'est pas Josh Allen, c'est pas Lamar Jackson. Là, soudainement, à cause qu'il n'est plus là, on n'est plus capable de générer de l'attaque, alors qu'on mise tout de même sur Tyreek Hill, Jalen Waddle, deux des receveurs les plus explosifs de la NFL. Bref, les Cardinals, ils ont gagné de peine et de misère lundi soir contre les Chargers. Je sais pas. Il y a quelque chose que j'aime pas du côté des Dolphins de Miami, même si toi revient au jeu. Je vais choisir les Cardinals. J'ai besoin de quelques victoires surprises, alors je choisis l'Arizona. Les Dolphins ont marqué 40 points au total en 4 matchs sans Tua Tagovailoa. Fait que Tua va faire une différence selon moi. Incroyable. Euh, honnêtement, le wagon Tyreek Hill était en panne à Radisson dans le métro depuis 4 matchs. Je pense que on peut régler la panne dans le métro du wagon Tyreek Hill avec le retour de Tua. Moi, je dirais, si Tua revient au jeu, je vais prendre les Dolphins pour l'emporter. C'est ce que j'ai mis en ce moment. Mais si toi décides de ne pas revenir au jeu cette semaine, je pense que les Cardinals vont l'emporter. Mais je vais prendre les Dolphins parce que je suis convaincu que toi va jouer cette semaine. Les Ravens de Baltimore à 5-2 vont affronter les Browns à Cleveland qui sont 1-6. Du côté des Browns, on s'attend à voir évidemment la blessure de Sean Watson. Hein? Il s'est déchiré le tendon d'Achille, sa saison est terminée. On s'attend à avoir Jameis Winston dans la formation. C'est une amélioration certaine au poste de quart, mais est-ce que ça change vraiment quelque chose contre la puissante équipe des Ravens? Non, ça ne va rien changer. Je choisis bien sûr les Ravens afin de l'emporter. Il y a une chose qui est inquiétante du côté de Baltimore. Parce que là, on l'a vu, on avait une très bonne avance au quatrième quart contre les Buccaneers. On a laissé Tampa Bay revenir dans le match. Ça, c'est une tendance qui perdure depuis au moins 2 ans. Là. Lorsqu'on a des bonnes avances, on laisse les équipes revenir dans le match au quatrième quart. On a même perdu contre les Raiders en début de saison à cause de ça. Puis je sais, Baltimore, l'attaque est tellement impressionnante. Avec Derrick Henry, Ah avec ouais. Lamar qui a complété 5 passes de toucher lundi soir. Mais tu ne peux pas gagner un Super Bowl en étant si mauvais contre la passe du côté de Baltimore. Il ne faut pas oublier que le coordinateur de la défense, Zach Orr, il en est juste à sa troisième année en tant qu'entraîneur. Là. OK, troisième année en tant qu'entraîneur, pas en tant que coordinateur défensif, en tant qu'entraîneur au niveau de la NFL. Alors, ça paraît il y a eu une certaine amélioration, mais malgré tout, comme j'ai dit, on a essayé de Tampa Bay revenir dans le match. On se doit d'améliorer notre défense contre la passe. Mais oui, je choisis les Ravens contre les Browns, ça, il n'y a aucun doute. Moi aussi, Ravens contre Browns, c'est même pas un choix difficile à faire. Comme moi aussi, moi j'étais ébloui par l'attaque, vraiment, là, par Derrick Henry, Lamar Jackson. C'est vraiment. Écoute, c'est l'équipe la plus équilibrée, selon moi, les Ravens, en ce moment dans la NFL. On se demande vraiment qu'est-ce qui s'est passé lors de la semaine numéro 2, lorsqu'ils ont perdu contre les Raiders, parce que, mon Dieu, cette attaque-là est impressionnante. Les Saints de la Nouvelle-Orléans à 2-5 vont affronter les Chargers de Los Angeles à 3-3. Les Saints, vraiment, la défense, c'est la catastrophe en ce moment. On a alloué 42 points en 2 matchs. Donc, mon Dieu, je pense que même si les Chargers ils sont sur une semaine courte, je pense que ce ne sera pas les Saints qui vont leur poser problème cette semaine. Ah, la défense de la Nouvelle-Orléans en est un autre remède. Ça va permettre à l'attaque des Chargers de se mettre en marche. Les Chargers auraient dû gagner le match contre les Cardinals de l'Arizona la semaine dernière, mais on n'a pas été capable d'inscrire des touchés et 5 bottées de précision du côté de Los Angeles. Justin Herbert a connu un bon match, plus de 300 verges par la passe. La défense des Saints et le remède, malgré la semaine courte. Là, on va en marquer des touchés. Là, OK? Ça ne sera pas juste 5 bottées de précision du côté des Chargers. Spencer Rattler a des airs de Patrick Mahomes, je trouve un peu, mais c'est vraiment juste un comédien. Hein. C'est pas le vrai Hein, Patrick quoi? Mahomes.
Ouais, j'ai toujours de trouvé Patrick que Mahomes du côté de Spencer Spencer Rattler. De quelle Rattler, façon? ben, son visage, je Où trouve qu'il a ça? des airs, non? Non, tu trouves pas qu'il ressemble à Ah, Patrick Mahomes son de son visage? visage? Non, non, je trouve pas, même Ouais. pas. Non, non. Non, il n'y a Ah, aucune bref, ressemblance, que ce soit son visage, son bras, ses ou qualités athlétiques. Non, il n'y a rien en commun avec Patrick Mahomes. 11 sacs, bref, il a subi 11 sacs en 2 départs et c'est pas facile du côté de Rattler. Mais je l'ai dit, je le redis, je pense que je reprends les Chargers de Los Angeles pour l'emporter. Est-ce que tu as fait ta prédiction? Ouais, c'est les Chargers, c'est sûr, c'est les Chargers OK. que je prends pour l'emporter. C'est Je le sais pas. remède. La défense des Saints, c'est le remède pour l'attaque de Los Angeles. Je peux pas croire que j'avais pris les Saints la semaine dernière contre les Broncos. Dès la Ça a pris 5 minutes pour me dire que j'allais me tromper, de cette prédiction-là. Les Panthers de la Caroline à 1-6 vont affronter les Broncos à 4-3. Écoute, les Panthers, ont subi 3 défaites en 4 matchs sur la route et lors de ces 3 défaites, ça a été par une moyenne de plus de 32 points. Donc je prends les Broncos pour l'emporter évidemment à domicile. Ouais, moi aussi, je choisis les Broncos afin de l'emporter, malgré le fait que l'attaque des Broncos, tu sais, elle m'inquiète parce que même contre les Saints, OK, oui, ils ont gagné facilement contre la Nouvelle-Orléans, mais par la passe, c'était pénible encore une fois pour Bonix. Il est tellement inconstant au niveau de sa mécanique. Des fois, les receveurs étaient libres, et les passes étaient 10 pieds par-dessus la tête des receveurs. Il était vraiment imprécis. Les Panthers de la Caroline, Marc-André, on a vu les Browns terminer. C'est la dernière équipe qui a terminé une saison avec une fiche Mmh. de 0-16. Heureusement que les Panthers ont déjà une victoire en bas, mais cette équipe-là de la Caroline, je pense que c'est une des pires formations qu'on a vues de la NFL au cours des 10-15 dernières années. Alors oui, je choisis les Broncos. En plus de ça, le match est à domicile. Ça va être une victoire pour Dan. Je me questionne du côté des Panthers si on ne devrait pas renvoyer Bryce Young dans la mêlée, question de lui donner de l'expérience. Et j'ai vu que Adam Thielen serait probablement serait près d'un retour au jeu du côté des Panthers, mais Oh, pour qu'est-ce wow! que ça change? Wow! Ça, Adam ça Thielen, change on pas. va relancer C'est les beau, Panthers. c'est Ouh! beau, c'est beau, c'est beau. J'ai compris, j'ai compris. Les Chiefs de Kansas City, seule équipe invaincue encore dans la NFL à 6-0. Et ça, c'est sans que Patrick Mahomes joue du bon football. Imaginez quand Patrick Mahomes va jouer du bon football. Ils vont affronter les Raiders à 2-5. Ce ne sera pas cette semaine que les Chiefs vont perdre un premier match, selon moi. Et non, il semble qu'il y a du renfort qui est en route pour Eh ouais, Kansas en City. plus. Parce que, ouais, au moment où on enregistre le podcast, c'est sorti quoi, peut-être une heure avant qu'on commence notre enregistrement. Eh bien, les Chiefs seraient en train de mettre, de finaliser. Ça dit-tu finaliser en français? Ou bien là, je suis en train de Ben oui, traduire ben ça oui, ben oui, directement de ben oui, l'anglais. ben oui. Ouais, ça dit, ok, Ouais, ok, parfait. ouais. Une transaction qui enverrait DeAndre Hopkins à Kansas City. On sait, bon, on a besoin d'aide à la position de receveur de passe du côté des Chiefs. La question de savoir qu'est-ce qui reste dans le réservoir de DeAndre Hopkins. Moi, je donne le bénéfice du doute à Andy Reid. Choisis naturellement les Chiefs afin de défaire les Raiders. Ça va vraiment mal du côté des Raiders. Je ne crois pas qu'Antonio Pierce, en tout cas, on va voir s'il sera de retour en 2025. Bref, il n'y a rien qui fonctionne du côté des Raiders. Les Chiefs vont l'emporter, ils vont demeurer invaincus. Puis ça va nous donner une raison de regarder ce match-là, de porter attention à cette rencontre, l'arrivée de DeAndre Hopkins à Kansas City. Je ne sais pas si ça va changer quelque chose du côté des Chiefs. Par contre, ça va leur faire un gros nom, un receveur de plus, parce qu'on en parlait un peu avant l'enregistrement. Je veux dire, on a acquis plusieurs gros noms lors des dernières années. Juju Smith-Schuster, on a essayé de relancer Juju Smith-Schuster. Là, DeAndre Hopkins va essayer de relancer sa carrière. Je ne sais pas si c'est vraiment la solution, mais on n'a quasiment rien donné. Un choix de quatrième ronde. Du côté des Raiders, par contre, on revient avec Garner Minshew. Tu vas me dire, oh wow, Garner Minshew, ça ne changera pas On n'a pas le grand-chose. choix et Dono Kondo s'est blessé en plus. Ah, en plus. Puis Patrick Mahomes, je voulais juste dire il a 6 passes de toucher cette saison contre 8 interceptions. C'est quand même quelque chose d'assez, pas inquiétant, mais c'est quand même quelque chose d'assez Ben, surprenant dans son cas. Mais, ben, il mais, joue mais, pas mais, bien, je- non, mais tu fais bien de le mentionner, Hmm, Marc-André, parce que les Chiefs sont invaincus, c'est comme si ça passe sous le radar, mais Mahomes ne joue pas bien, puis lui-même, il l'a dit ouvertement depuis mhm. plusieurs semaines, qu'il ne joue pas bien. Travis Kelce est redevenu l'homme invisible, il y a eu quoi, peut-être 2 matchs de suite où il a bien joué. On dirait que c'est Noah Gray qui est rendu le meilleur ailier rapproché du côté de l'attaque de Kansas City. L'identité des Chiefs maintenant, là, c'est la défense. Là. Oublie là, les grosses attaques qu'on avait avec Tyreek Hill lorsque Kelsey était le meilleur allié rapproché de la ligue.
c'est vraiment la défense qui est dominante. Tu as vu qu'est-ce qu'on a fait à Brock Purdy et l'attaque des Mhm. 49ers de San Francisco. Alors, on a besoin criant à la position de receveur de passe. On verra si DeAndre Hopkins va permettre à Patrick Mahomes de mieux jouer. Semaine dernière, je vous avais conseillé de laisser sur votre banc Patrick Mahomes. Il a obtenu quoi, 14 points fantasy. Si c'était pas de son toucher au sol, on aurait broyé du noir là, du côté des propriétaires fantasy de Patrick Mahomes encore une fois. Donc, moi, je prends les Chiefs. Et pour terminer, les Giants de New York à 2-5 vont affronter les Steelers à 5-2. Les Giants ont inscrit seulement 10 points à leurs deux derniers matchs. Et je pense que les Steelers et Russell Wilson vont l'emporter. Euh, Lors du. Je crois que c'est le match du lundi soir, ça? Oui, c'est le match du lundi soir. Vont l'emporter lundi soir. Oui, écoute, Daniel Jones a été cloué au banc à la fin de la rencontre la semaine dernière. Toutefois, Brian Dable, immédiatement après la rencontre, il a dit que Jones demeurait le carrière partant, si je me souviens bien. Mais les Steelers de Pittsburgh, félicitations à Mike Tomlin, il a gagné son pari. Moi, je n'étais pas en faveur du changement de poste de quart. Je trouvais qu'on aurait dû laisser Justin Fields dans la mêlée. Et Russell Wilson, ben écoute, il a été en mesure de compléter des passes dans des zones profondes. Alors, félicitations à Tomlin. C'est pour ça qu'il est payé. Au moins, tu vois un entraîneur-chef qui prend des décisions. Il y a combien d'entraîneurs-chefs à travers la NFL qui optent toujours pour le statu quo? Clairement, il a le pouls de son équipe là, avec ce changement à la position de carrière. L'attaque des Steelers semble être différente avec Wilson pour l'instant, qui est un meilleur passeur, là, clairement, que Justin Fields. Je ne suis pas Mhm. convaincu pour le long terme que c'est la meilleure décision, mais ça a fonctionné contre les Jets de New York. Hey, Marc-André, la défense des Steelers, elle a provoqué 8 revirements ces 3 derniers matchs, alors que l'attaque a fait cadeau du ballon aux adversaires seulement une fois. Alors ça, c'est une des raisons principales des succès du côté de la formation de Pittsburgh, qui va l'emporter, il n'y a aucun doute dans mon esprit, contre les Giants de New York. Au premier quart, je m'étais dit, quand j'ai vu Russell Wilson au premier quart, je me suis dit, oh boy, c'est le Russell Wilson des Ouais. Broncos qui est de retour, mais Mais il finalement, n'avait ça pas joué s'est. de la saison, hein, il faut lui donner ça. Là, Ouais, écoute, on est rentré, ouais. rendu à la 7e semaine, lui, il n'avait pas joué de la saison, donc c'était normal qu'il soit rouillé en début de match. Par contre, un point à surveiller, c'est peut-être qu'on va avoir plus de pression sur Russell Wilson. On va appliquer plus de pression du côté des Giants avec notre front défensif. Mais je pense que Russell Wilson, ça va peut-être pouvoir lui presser un peu dans son geste de passe. Il y a une confrontation intéressante aussi à voir entre Joey Porter Jr. Et Malik Neighbors lors de ce match-là. Mais je pense que les Steelers vont l'emporter également lundi soir. Ça complète notre tour d'horizon des matchs de la semaine numéro 8, Didier, dans la NFL. Ben oui, on va se tourner maintenant du côté de ton expertise, mais tout d'abord, on va jeter un coup d'œil au tableau des prédictions. Je suis 4 matchs derrière toi. C'est la seule chose qui m'intéresse, c'est de finir avant toi, peu importe où est-ce que je vais être au classement général. Guillaume, tu vois, Guillaume a remonté la pente, là, il me semble, un peu. On sait que Guillaume, lui, il aime ça prendre des chances au niveau de ses Hmm. prédictions. Là, on a juste un meneur, en fait, j'aimerais dire une meneuse. C'est Marie avec 75 victoires. Donc, elle en a 4 de Wow! plus que toi, 8 de plus Wow! que moi. Wow, 75 et 32. Alors, félicitations à Marie, là, qui est seule en tête, justement, du pool de prédictions du podcast Sac du Pape. Bravo, bravo, bravo. Donc, j'ai reculé de un match. J'étais à 3 matchs de la tête là, la semaine dernière. Donc, écoute, Ah, félicitations, ben, Marie. Marie a C'est maintenu la très fort. cadence, elle, là. C'est ça l'affaire. On dirait Ex- qu'elle n'a jamais de mauvaise semaine. Wow, c'est 75. C'est quand même assez impressionnant. Assez impressionnant. Oui, définitivement. Alors, on va voir si ça va se poursuivre pour elle lors de la 8e semaine d'activité. Alors, on va se tourner maintenant du côté du fantasy football et de tes conseils pour la semaine. On va commencer à la position de carrière. Est-ce qu'il y a un carrière qui, selon toi, si on l'a au sein de notre formation, ben, il se doit d'être inséré au sein de la formation partant? J'aime profiter de cette chronique pour offrir des votes de confiance à certains joueurs et j'en donne un à CJ Stroud cette semaine. Je pense que ce sera un joueur que vous pouvez insérer avec confiance dans votre formation. C'est sûr que c'est pas reluisant depuis le départ de Nico Collins. Il a obtenu seulement 139 verges par la passe en moyenne en 2 matchs sans Nico Collins. Il en avait obtenu 278 avec Nico Collins. Ça change la donne. On en a parlé tout à l'heure, 10 passes complétées, 86 verges contre les Packers. Ce qui est fascinant, c'est qu'il a terminé top 12 à la position seulement
29 du temps. Donc, seulement 2 matchs cette saison, tandis que l'année dernière, c'était 53 du temps. Donc, c'était la moitié de ses matchs. Mais on en a parlé tout à l'heure, lors de la semaine numéro 8, le remède des Colts d'Indianapolis arrive à point. Les Colts accordent en moyenne 17 points fantasy au quart adverse cette saison. C'est un excellent plancher pour CJ Stroud. Ils accordent également le 10e plus haut total de points aux receveurs adverses. Donc, les 17 points, c'est le 10e plus haut total. Et pour ceux qui ont été déçus par Tank Dell, je pense qu'on peut insérer également Tank Dell à la position de receveur. Et on peut insérer également Stephon Diggs à la position de receveur contre les Colts. On peut insérer Joe Mixon. On peut insérer les Texans cette semaine avec confiance. Donc, match buffet pour l'attaque Ouais. des Texans de Houston et CJ Stroud. Maintenant, est-ce qu'il y a un carrière qui, selon toi, a une mauvaise confrontation et puis on ne peut pas lui faire confiance cette semaine? Je veux vous parler de Kyler Murray du côté des Cardinals de l'Arizona parce que je veux parler surtout de son inconstance. Il a été 3 semaines dans le top 5 à la position. On sait que Kyler Murray est capable, à cause de ses jambes, de produire des étincelles au niveau fantasy. Et ça n'allait nulle part cette semaine avant un toucher de quoi 44 verges au sol du côté de Kyler Murray. Il est passé de 10 à 20 points fantasy, quasiment en le temps de le dire. Sauf que les 4 autres semaines, qui n'a pas été dans le top 5. Il a terminé 15e, 17e, 24e et 25e. C'est pour vous illustrer à quel point il est inconstant. Et lors de ces 4 semaines-là, 24e, 25e, vous avez été déçu par Kyler Murray. Et cette semaine, il affronte les Dolphins lors de la semaine numéro 8. Les Dolphins sont vraiment intraitables contre les quarts adverses, contre le jeu aérien dernièrement. Ils ont accordé le plus bas total de points au quart adverse cette saison. C'est seulement 7 environ par match. Ils ont accordé également le plus bas Ah total ouais. de points aux receveurs de passe et le troisième plus bas total aux ailiers rapprochés. Donc, vraiment, ce qu'on va essayer de faire Hmm. sûrement du côté des Cardinals, c'est de courir avec le ballon avec James Conner. Ce qui pourrait peut-être sortir ou pourrait peut-être aider Kyler Murray, c'est qu'il risque peut-être de courir davantage au sol contre les Dolphins parce qu'elle est quand même vulnérable contre le jeu au sol, c'est les Dolphins. Mais je pense que par la passe, ça ne fonctionnera pas cette saison. Si vous avez une meilleure option, je pense même que Tua est une meilleure option s'il est en santé, s'il obtient le départ du côté des Dolphins contre la piètre tertiaire des Cardinals. Mais si vous avez une autre option que Kyler Murray, attendez-vous pas à de grandes choses du côté de Kyler Murray. Il faut tempérer nos attentes. Ah, c'est surprenant, ces statistiques-là que tu viens de mentionner de la part de la défense de Miami. Mhm. Maintenant, on va se tourner à la position de porteur de ballon. J.K. Dobbins, je crois qu'il pourrait connaître une bonne semaine. On a appris avec J.K. Dobbins, c'est que lorsque l'affrontement est alléchant, on peut l'insérer avec confiance dans notre formation, puisqu'en plus, il est potentiellement le seul porteur de ballon dans le champ arrière des Chargers en ce moment avec la blessure de Gus Edwards. J'ai regardé jouer Kamani Vidal pour mon plaisir personnel dernièrement, lors du dernier match et je l'ai trouvé zéro explosif. Donc, je pense que J.K. Dobbins a vraiment rien à craindre de Kamani Vidal. Et lors de la semaine numéro 8, on affronte les Saints de la Nouvelle-Orléans. Les Saints ont accordé 33 points alloués aux porteurs de ballon lors des 4 dernières semaines. C'était plus de 40 Wow! lors des 2 dernières semaines. Ça n'a pas de sens du côté de la défense des Saints. Pour vous donner une idée, Javonte Williams et l'attaque au sol des Broncos, qui allait absolument nulle part depuis le début de la saison. Il a obtenu une moyenne de 6,3 verges par course. Il a même inscrit 2 touchés, Javonte Williams. Comme je le disais, J.K. Dobbins, sans partage du travail dans le champ arrière des Chargers. Il est quand même un joueur que vous pouvez insérer avec confiance. Oui, comme je le disais tout à l'heure, c'est une occasion pour l'attaque des Mhm. Chargers de se mettre en marche. Là, hein. Alors, Nick Chubb il a effectué un retour au jeu la semaine dernière pour les Browns de Cleveland. On sait qu'il est grandement apprécié de la part de ses coéquipiers, des partisans des Browns qui lui ont donné une belle ovation lors de son retour au jeu. Mais là, toi, tu n'es pas un gars sentimental. Tu crois qu'il faudrait clouer au banc Nick Chubb cette semaine? J'essaie de laisser l'aspect humain à l'extérieur de ces prédictions-là C'est parce sans que pitié, dans le fond. Tu as un cœur de pierre. non, mais on ne peut qu'encourager, on ne peut qu'applaudir Nick Chubb parce qu'il est revenu quoi? C'est une troisième blessure, troisième déchirure du ligament croisé antérieur. Bref, ce gars-là est tout simplement exceptionnel. C'est un exemple de caractère, de résilience dans la NFL, de revenir au jeu sans cesse. La semaine dernière, il a inscrit un Mhm. touché à son retour au jeu. Ça a été une belle histoire. Sauf qu'il a obtenu 22 verges seulement à 11 courses. Oui, il a seulement joué Ouais. 27% des jeux. Je m'attends à ce qu'il en joue plus cette semaine. Mais même à ça, je pense que
lorsque la semaine numéro 8, lorsqu'on affronte les Ravens de Baltimore, qui sont quand même assez coriaces contre le jeu au sol, on peut pas vraiment espérer une grande performance de Nick Chubb. Les Ravens ont accordé le deuxième plus bas total de verges au sol cette saison. Donc, pour moi, Nick Chubb est à clouer sur votre banc cette semaine contre les Ravens. En position de receveur de passe, on a mentionné le nom de Cooper Cup, qui en théorie devrait finalement effectuer un retour au jeu pour les Rams. Je pense que Cooper Cup était sur le point ou était pas loin de pouvoir disputer la rencontre de dimanche dernier. Je pense qu'on a vraiment, Ouais, du côté des Rams, on a vraiment on a joué ça safe. On a été jouer ça du côté des Rams. On s'est dit avec 2 matchs en 5 jours, on va peut-être attendre encore un peu pour être sûr. Donc, je suis pas mal convaincu qu'il sera de la formation des Rams jeudi soir. Il a été ciblé 27 fois lors de ces 2 matchs auxquels il a pris part, Cooper Cup. C'est vraiment exceptionnel. Il a été la première lecture de Matthew Stafford 52 du temps. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il va recevoir des ballons dès son retour au jeu. Il est à insérer avec confiance, spécialement dans un pool de type PPR. Donc, on obtient un point supplémentaire par attraper. Lors de la semaine numéro 8, on affronte les Vikings qui accordent en moyenne 44 points fantasy aux receveurs de passe. Elle est vraiment vulnérable contre la passe, la défense des Vikings. En fait, c'est le plus haut total de points alloués dans la NFL aux receveurs de passe en ce moment, c'est des Vikings. Donc, pour moi, Cooper Cup risque de faire des flamèches à son retour au jeu. OK. Alors, les Seahawks de Seattle, eux, ils misent sur DK Metcalf. Il va rater la rencontre, il va être blessé. Ça ne devrait pas donner des opportunités à Jackson Smith et Njigba. Ben, c'est ça. J'ai trouvé des statistiques intéressantes sur Jackson Smith et Jigba. Savais-tu, Didier, que cette saison, il a été ciblé 55 fois? Ça, c'est autant que Stephon Diggs et c'est plus que Jamar Chase et Terry McLaurin pour le même nombre de matchs. Non, je ne Euh, savais pas ça. ouais. Donc, ce que je me dis, ce que ça me dit, ça, c'est que c'est pas Ryan Groves le problème, c'était pas Shane Waldron, c'est le problème, c'est pas Geno Smith, c'est Jackson Smith Njigba, c'est JSN. Il y a une stat intéressante en fantasy qu'on regarde maintenant, c'est le nombre de verges par tracé. Ça, et Jackson Smith et Jigba est à 1,21 verges par tracé cette saison. Pour vous donner une idée, le top 15 est au-dessus de 2 et l'élite souvent frôle de 3 verges par tracé. On parle des Tyreek Hill par le passé, c'était au-dessus de 3. Bref, cette statistique-là permet de mesurer la séparation qu'un receveur a avec ses couvreurs. Et ce que ça nous dit dans le cas de Jackson Smith et Jigba, c'est que il n'est pas ciblé dans les zones profondes. Pourquoi? Parce qu'il ne crée pas de séparation. On n'a pas d'occasion de lui donner le ballon. Donc, il est juste, en gros, il est juste pas bon dans les zones profondes. Il ne crée pas de séparation, il n'est pas assez rapide. Et lors de la semaine numéro 8, on affronte les Bills. Les Bills sont assez coriaces par la passe contre le jeu aérien adverse. Ils ont accordé le 8e plus bas total de points alloués aux receveurs de passe cette année. Donc, pour moi, JSN, vous pensez qu'avec l'absence de DK Metcalf, il serait une belle option. Je le vois plus comme pivot. Et même si vous avez une meilleure option, vous pouvez pardon. Si vous avez une meilleure option, vous pouvez le laisser sur votre banc. Je ne pense pas qu'il va connaître un grand match. Ouais, les chiffres sont un peu alarmants là, du côté de Smith Njigba. On va se tourner vers la position d'ailier rapproché. Tucker Craft continue sa belle saison là, du côté des Packers de Green Bay. Yes, Tucker Craft, il a couru 37 tracés la semaine dernière. C'est un sommet chez les Packers, chez les receveurs des Packers, ça. Donc, il est sur le terrain, c'est ce qu'on veut en premier lieu pour un allié rapproché. Il a inscrit au moins 10 points fantasy dans 3 de ses 4 matchs. Il représente quand même un excellent plancher. Et lors de la semaine numéro 8, on affronte les Jaguars de Jacksonville, qui ont accordé le 3e plus haut total de points aux alliés rapprochés lors des 4 dernières semaines. Plus de 18 points fantasy. Donc, pour moi, Tucker Craft est un excellent ailier rapproché à insérer dans votre formation cette semaine. OK, Tucker Craft, un gros bonhomme, il est mobile, il court bien. Une fois qu'il a le ballon dans ses mains, ce qui est surprenant là, en raison de son gros gabarit. Maintenant, du côté des Ravens de Baltimore, Mark Andrews a donné quelques signes de vie lors des dernières semaines. Je sais qu'il est décevant pour ses propriétaires depuis le début de la saison. Est-ce que là, ça va se poursuivre, là, ça, là, du côté des rapprochés des Ravens? Avis au propriétaire de Mark Andrews, je ne veux pas péter votre ballon, mais je vais le faire. C'est le moment peut-être de voir si vous ne pouvez pas l'échanger. Il n'aura jamais shiné autant. Il n'aurait été jamais aussi luisant dans votre vitrine qu'en ce moment, Mark Andrews, parce que tu l'as dit, 3 touchés en 2 semaines.
Pour vous donner une idée, 3 touchés, ben ça, c'est autant que Dalton Kincaid dans toute sa carrière jusqu'ici. Par contre, Mark Andrews, là, l'affaire, c'est qu'il a seulement disputé 32 jeux. Il a couru seulement 17 tracés. Son utilisation n'a pas vraiment changé du côté de l'attaque des Ravens. Il a couru moins de tracés. Il a été sur le terrain moins de jeux que Isaiah Likely. Donc, ça me dit que son utilisation est quand même assez sporadique. Et lors de la semaine numéro 8, on affronte les Browns de Cleveland, qui sont assez intraitables contre les ailiers rapprochés adverses. On accorde seulement en moyenne 6 points aux ailiers rapprochés adverses. On ne donne pas de toucher à cette position-là. Mark Andrews, je comprends qu'on veut essayer vraiment de. On a un rythme, on a trouvé un momentum avec lui lors des 2 dernières semaines. Il nous rend heureux, mais je pense qu'il pourrait connaître une baisse de régime assez abrupte cette semaine. Ah ben c'est dommage hein, pour ses propriétaires. En plus que l'attaque des Ravens fonctionne tellement bien. Mais Mark Andrews, ben, justement, là, on a tellement d'options pour Lamar Jackson. C'est plus comme avant, là, lorsque Jackson ciblait énormément les rapprochés. Donc, sa réalité a changé en termes de son impact au niveau du fantasy football. Ben, écoute, merci beaucoup, Marc-André, pour ta participation au podcast et bien sûr pour ta chronique fantasy football. Tes conseils, je sais qu'ils sont appréciés par les gens qui regardent et écoutent le podcast. Alors écoute, je te souhaite de passer une bonne semaine, puis on se reparle la semaine prochaine. Puis on verra quel genre de performance les Alouettes vont nous offrir lors du dernier match de leur saison régulière. Merci à toi. Allez, porte-toi bien. Alors, on va terminer l'épisode en beauté en répondant à vos questions dans le cadre de la Minute des fans. On en a reçu 2 par courriel. Bien sûr, je vous invite à nous envoyer vos questions à l'adresse courriel du podcast. C'est simple, c'est lesacducar@gmail.com. Si vous le pouvez, envoyez-nous ça par vidéo, là, une vidéo d'une trentaine de secondes où vous me posez votre question. Comme ça va vous donner une chance de vous voir à l'écran. On va commencer avec une question qu'on a reçue de la part d'Alex Arcan. Salut Didier, beau travail avec le podcast. Ben, merci beaucoup, Alex. Ma question, elle est plus personnelle. Tu parles souvent de Marc-André et de son amour des Eagles, mais qu'en est-il de toi? Quelle est ton équipe favorite? Sinon, quelle était ton équipe de jeunesse, à part les Rockets de l'Université de Toledo, qui sont mon alma mater au niveau de l'université? Qui fut ton idole au football? Merci et continuez votre beau travail. Ben, tout d'abord, merci à vous, Alex, d'avoir pris le temps de nous écrire et de nous envoyer cette question. J'ai pas d'équipe favorite du côté de la NFL. Il y a certains joueurs que j'aime bien voir en action. Myles Garrett, TJ Watt, les chasseurs de quart, la position où je jouais en particulier. J'aime bien voir ces joueurs-là en action. Bon, Patrick Mahomes, Lamar Jackson, les grandes vedettes, je pense qu'ils sont aimés de tous. Mais j'ai pas d'équipe favorite, moi, de mon côté. Brièvement, quand j'étais jeune, lorsque j'ai commencé à jouer au football à la position d'ailier défensif, mon entraîneur m'avait dit, écoute, lundi soir, les Bills de Buffalo vont jouer. Le numéro 78, Bruce Smith, je veux que tu le regardes, puis après ça, lorsque tu vas revenir aux entraînements, je veux que tu essayes de faire tout ce qu'il fait lorsqu'il tente de battre le bloqueur auquel il est confronté. Puis là, immédiatement, Bruce Smith est devenu mon joueur favori. Éventuellement, il a établi la marque de la NFL pour le plus grand nombre de sacs en carrière, plus de 200 sacs, je crois, en carrière pour Bruce Smith. Donc, il est devenu mon joueur favori. Il y avait Derek Thomas également à l'époque, des Chiefs de Kansas City, un autre chasseur de cartes que j'adorais, que j'aimais. Il était tellement explosif, Derek Thomas. Donc, je dirais, ça fait partie de mes 2 joueurs que j'aimais beaucoup lorsque j'étais jeune. Il y avait également Jerry Rice, que personne n'était capable de ralentir. Steve Young, c'en est un autre que j'aimais. Bref, j'en ai beaucoup. Barry Sanders, les joueurs, les joueurs étoiles des années 90. Ça, c'était ma génération lorsque j'étais plus jeune. Donc, tout ça pour vous dire brièvement, à cause de Bruce Smith, j'aimais les Bills. Mais après, leur 2e défaite au Super Bowl, je me suis dit, non, regardez, j'ai besoin de m'éloigner de Buffalo, puis j'ai bien fait. Parce que les Bills ont perdu 2 autres Super Bowls consécutifs. Ils en ont perdu 4 de suite au cours des années 90. Donc, ça pour dire que je n'ai pas d'équipe favorite, mais il y a plusieurs joueurs que j'aime voir en action à tous les dimanches. Donc, j'espère que vous avez aimé ma réponse. 2e question, elle nous vient de William Gonzalez. Salut, j'aime suivre la NCAA, mais c'est quoi la différence entre le Big Ten et le Pac-12?
Et es-tu surpris du top 10 jusqu'à présent cette saison? Alors, merci William de m'avoir envoyé cette question. La différence entre le Big Ten et le Pac-12, c'est une bonne question parce que ça, c'était deux conférences avant. Mais au cours de la saison morte, eh bien, le Big Ten a absorbé plusieurs des équipes du Pac-12, qui font en sorte que le Pac-12 n'existe plus réellement, parce que tout ce qui reste dans le Pac-12, c'est deux équipes. Washington State et Oregon State, si je ne me trompe pas. Donc, le Pac-12 en tant que tel n'existe plus, puisque les formations font maintenant partie de la conférence du Big Ten. Je ne sais pas pourquoi on devrait changer le nom, là, parce que là, je pense qu'on est rendu une vingtaine d'équipes. Il n'y a plus juste 10 équipes dans le Big Ten depuis longtemps. Alors, c'est ça. Donc, le Pac-12 en tant que tel, comme on l'avait connu depuis des décennies, n'existe plus. Ça fait partie des changements qu'il y a au niveau du paysage du football universitaire américain. Est-ce que je suis surpris du top 10? Bon, jusqu'à présent, pas vraiment. L'Université de Texas était classée première. Les Longhorns se sont inclinés le week-end dernier contre les Bulldogs de l'Université de Georgia. Donc, ça fait en sorte maintenant que Texas a chuté au classement. On est rendu classé cinquième ou sixième, dépendamment de quel classement vous regardez. Les Ducks de l'Université d'Oregon sont maintenant au premier rang. Mais on va avoir un système éliminatoire pour la première fois avec 12 équipes. Avant, il y avait 4 équipes qui participent aux éliminatoires. Cette année, il va en avoir 12. Donc, la chute au classement des Longhorns, c'est pas aussi dramatique que ça l'aurait été par le passé. Puis il reste encore beaucoup de football. La saison est loin d'être terminée. Mais 12 équipes en éliminatoire. Alors, ça fait en sorte que maintenant, si on perd un ou deux matchs, c'est pas la fin du monde. On peut toujours accéder au match d'après-saison du côté du football universitaire américain. Alors, encore une fois, William Gonzalez, merci de m'avoir envoyé cette question. Et encore une fois, je vous invite à nous envoyer vos questions à l'adresse courriel lecacducar@gmail.com. Alors, j'espère que cet épisode du podcast Sac du Car vous a plu. Je vous reparle la semaine prochaine.